te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouva protection. D'un peuple libre, arborant la bannière, je viens fêter la Constitution. C'est à moi? Vas-y. Bon. Alors juste quelques points d'introduction. Donc j'ai laissé, avec Rémi, on a laissé des livres. Bon, c'est une sélection de livres, enfin moi qui me paraissent intéressants, donc voilà, c'est consultable à tout moment. J'ai amené, comme je l'ai mis dans le mail, un disque dur avec une vingtaine de gigas de données, donc ça fait quasiment 2000 documents. Sur ce thème-là et plein d'autres thèmes annexes mais qui tournent autour de l'autonomie. Donc si vous voulez le copier, c'est ordonné. Donc ça peut être, c'est une sorte de base de données qui peut être intéressante à consulter si ça vous intéresse. Donc c'est sur le disque dur. Donc si vous avez des disques durs ou voilà, on peut faire les copies pendant la présentation. Je peux les lancer maintenant, les copies si vous voulez. Si je vous veux un voulez ordinateur. support, Voilà. Je mets sur quoi? Sur mon DD. Qui est en dessous de celui-ci là. Voilà, troisième point d'introduction, je ne prétends pas être expert en permaculture, ça je l'ai mis dans le mail. Donc voilà, c'est juste, j'ai rassemblé quelques éléments que j'ai pu collecter, j'ai fait une formation et puis j'ai fait d'autres formations connexes. J'ai essayé de rassembler ça, j'ai fait un document, un diaporama qui fait 27 diapos. J'ai fait ça sur pièce, j'ai fini ce matin, donc il y a certainement tout un tas de défauts, donc vous m'excuserez, vous me passerez les petits détails. Notamment, je pense que l'ordonnancement n'est pas hyper cohérent, donc des fois vous allez trouver que ça c'est pas forcément bien linéaire, mais bon voilà, il faudra m'excuser. Et puis j'essaierai au niveau temps, j'essaie de faire vite quoi. Enfin, voilà. Donc on dit environ 2 heures pour Ouais, l'oral. je sais pas si ça va. Puis On va l'écrire. 6, ouais. Ok. Mais aussi, c'est une après-midi, c'est destiné à l'échange. Donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez des savoirs à apporter aussi. Vous avez une propre expérience. Voilà. Donc d'abord, bon, la permaculture, il y a pas mal de verbiage, hein, donc c'est des fois un peu abscon, enfin il y a des gens qui se perdent dans les concepts, etc. Vas-y. Alors, ombre. Alors voilà, déjà une idée reçue, les plantes ne sont pas faites pour l'éclairage indirect. Donc c'est plus productif de cultiver, dans la pénombre totale, mais dans une semi-ombre ou sous l'éclairage indirect. Donc, Tu veux dire qu'en fait les plantes sont faites pour l'éclairage? ouais, les plantes sont faites. Enfin, l'idée reçue, c'est qu'il faut avoir plein de soleil, etc. Oui, il faut du soleil, mais il faut du soleil à l'ombre. Il faut être au soleil à l'ombre de quelque chose. C'est mieux. Pas une ombre trop dense. Hein. On ne parle pas d'un couvert sombre, hein, mais on parle d'une relative ombre. Et dans un arbre, c'est le cas. 98% des feuilles d'un arbre sont sous les feuilles supérieures. Donc elles-mêmes, en fait, ne sont pas en éclairage direct. Quoi. Et elles sont faites pour traiter une lumière qui a déjà été filtrée. À part les espèces pionnières. Alors, les arbres. Donc les arbres sont une source de fertilité majeure. Donc là, c'est central. J'avais parlé dès la première ou la deuxième. L'arbre est central en permaculture, enfin même la forêt. C'est une source de fertilité majeure. Ça a énormément de fonctions. Ça maintient les terres en place. Ça permet des productions, du bois, des fruits, etc. Ça fait brise-vent, ça va lutter contre les inondations, ça recycle les minéraux, ça évite que l'azote, le phosphate, le phosphore, etc. aillent dans la nappe. Ça permet de la biodiversité. Il y a plein d'autres fonctions des arbres. Donc, voilà, dans un système de permaculture, des arbres, il faut en mettre énormément. La conjonction entre la chaleur et l'humidité, pour ça c'est un besoin, c'est-à-dire que les besoins des plantes, il faut essayer de comprendre leurs besoins, elles ont besoin simultanément des deux. Donc il faut essayer de s'assurer qu'elles aient les deux en même temps. Voilà, ça faut y penser. Diversité et densité. Alors, le principe des forêts primaires, il y a un documentaire que je vous invite à voir, Il était une forêt, donc c'est pas mal expliqué, de France André Allais. Ça dit quelque chose, il y a quelqu'un? C'est quoi, c'est l'esprit des plantes, non? Non, c'est pas ça. C'est Il était une forêt. Ça dure 1h15, c'est pas mal
comprendre un peu, enfin un tout petit peu comment fonctionne une forêt primaire, qui n'existe quasiment pas en France, hein, mais en tout cas dans l'esprit. Le principe des forêts primaires. Donc le principe des forêts primaires, c'est qu'il n'y a jamais deux arbres d'une même espèce à côté de l'autre. C'est-à-dire que ils sont toujours éloignés les uns des autres. Donc on s'éloigne, c'est à l'inverse de la monoculture. C'est que la monoculture est une hérésie totale quand on regarde les systèmes naturels. Donc ça c'est la diversité. Donc dans un écosystème naturel, il y a une diversité très intense. À quelques centimètres près, on a changé, c'est un nouveau végétal, une autre famille, un autre fonctionnement. Voilà. Ça permet le recyclage des déchets, puisque les déchets des uns seront les ressources des autres. Ça permet l'intensification du système. Alors c'est un principe qui pousse à l'étagement, c'est-à-dire à mettre différents étages de végétation, hein, de la liane qui rentre jusqu'à l'arbre de 70 mètres de haut, on y reviendra, il y a plusieurs étages de végétation. Ça permet la gestion des adventices, c'est-à-dire qu'à terme, Escoffier prétend démontrer, mais ça je n'ai pas écouté, je ne sais pas comment il le démontre, mais en tout cas il prétend qu'il n'y a même plus de désherbage à faire, il n'y a plus de mauvaises herbes à la fin au système bien en régime permanent, quoi. Voilà, bon, le pH, donc ça c'est plutôt une variable qu'un résultat. En fait, les agriculteurs ils s'intéressent beaucoup à leur pH, ce qui est logique, hein, puisque les champs ont tendance à devenir acides spontanément, donc, bon, sauf dans quelques zones très calcaires, mais donc souvent on voit les agriculteurs Cholet donc, amener un grand renfort d'énergie des matières basiques dans leur sol, donc du calcaire principalement, pour rétablir le pH. Donc pour un paysan, le pH, c'est pas une variable de résultat, c'est une variable de contrôle. Il faut en permanence gérer le pH de son champ. En permaculture, c'est plutôt une variable de résultat. Normalement, le pH s'ajuste bien spontanément. Voilà. Notamment quand le sol est couvert. Donc ça reprend il y a le lien avec la litière. Le rapport carbone-azote, alors ça, pour le fonctionnement du sol, le rapport carbone-azote, c'est fondamental. Grosso modo, l'azote, ça permet de construire les protéines. Les plantes prennent l'azote pour construire la protéine, et les protéines sont associées dans tous les processus vitaux de la plante. Donc c'est fondamental. Et le carbone, schématiquement, il construit la structure de la plante. Il va être prépondérant dans les grandes molécules longues qui composent la lignine, c'est-à-dire qui font le bois en fait. Donc le bois, en schématisant, c'est du carbone, pas pur, mais c'est des grandes chaînes de carbone. Et le rapport entre le carbone et l'azote, ça donne à la plante à la fois la structure et le fonctionnement. Et il faut ni trop de l'un ni trop de l'autre. Donc le dosage entre carbone et azote doit être maîtrisé. Alors, notamment ceux qui font leur compost le savent. Il faut un certain ratio de matière carbonée pour un ratio de matière azotée. Voilà, donc ça c'est des éléments de contrôle, quoi. Il faut y réfléchir. Rapport RO, alors bon, un sol c'est un milieu qui est à la fois un sol dans l'optimal, et un sol de forêt en tout cas, c'est un milieu qui est à la fois humide, il n'est pas mouillé, il est humide, c'est-à-dire qu'il n'est pas gorgé d'eau, mais il est humide, et donc il est aéré, puisque s'il n'est pas gorgé d'eau, et comme il n'est pas compacté, puisque spontanément il y a la vie dans le sol qui permet de décompacter, il est aéré, donc on trouve à la fois de l'humidité et de l'oxygène, qui est le milieu optimal pour les bactéries, on va dire, impliquées dans les processus de fertilité. Donc le rapport RO a une conséquence directe sur la fertilité. Et ça explique que des fois, quand il faut, on va faire des buts, et qu'on va en permaculture systématiquement préconiser le non-travail du sol. Parce que le travail du sol, en général, ça dépend, sauf avec une gruyette, mais en général, ça fait de la compaction, ça limite la fraction d'air, et ça va à terme provoquer du ruissellement. La litière, donc la couverture permanente du sol. Bon bah là, je crois que Julien a bien illustré dans son jardin ce que c'est qu'une litière paillée. On peut faire des litières en BRF, donc le bois raméal fragmenté. Bon là il y a plein d'écoles, il y a des bagarres, c'est bien, c'est pas bien. Mais enfin c'est quand même intéressant de s'y intéresser. C'est grosso modo les rameaux de l'année, donc les rameaux jeunes, qu'on broie le plus finement possible, qu'on épand, et qui vont qui vont accélérer l'apparition d'un sol, on va dire anthropisé, donc un sol on va dire mort quasiment,
on va le conduire plus rapidement vers un sol forestier, avec du pH. C'est-à-dire qu'on va, accélérer la formation d'un sol forestier. Bon, avec du paillage aussi, hein, mais bon, le BRF, ça semblerait être encore plus efficace. Le rapport entre plantes, alors ça c'est le compagnonnage, donc j'y reviendrai. Il y a des plantes qui s'aiment, et d'autres qui ne s'aiment pas. La granulométrie, la texture du sol, ça j'y reviendrai, ça a une influence majeure sur le rapport RO, notamment l'importance des argiles, donc j'y reviendrai. Voilà, alors, donc là je vais sortir un peu de la stricte permaculture, parce que en fait, la permaculture c'est de l'agglomération de plein de savoirs, donc on ne peut pas parler que de la permaculture, à moins de rester uniquement dans l'abstrait. Il faut des fois rentrer dans les choses un peu plus concrètes. Si ça vous saoule, j'accélère, vous me direz. Alors le sol, on va distinguer 3 fractions, voilà, pour juste quelques notions. Bon, il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier le sol, ils ne comprennent toujours pas comment ça marche, donc je ne prétends pas vous expliquer comment marche le sol, mais juste quand même quelques éléments. 3 fractions dans le sol, donc la première c'est la fraction organique, donc la fraction on va dire vivante, hein, avec les molécules carbone, hydrogène, oxygène, puisque le sol est un milieu vivant. Alors dans un sol, ça dépend de sa nature, on peut compter 2,5 tonnes de faune à l'hectare, donc c'est de la faune qui est pour la plupart quasi invisible. Alors, bon, il y a le livre des bourguignons ici, je pense que si vous allez sur ER, vous avez dû voir les échos bourguignons, au moins savoir qu'ils existent. Bon, c'est vraiment les gens, si vous voulez savoir comment fonctionne un sol, je crois que c'est les gens les plus passionnants, donc ouais, ils passent leur vie à étudier, c'est très intéressant. À la fin, je voulais passer une petite vidéo d'illustration sur les bourguignons, si on a le temps. Voilà, mais le sol, grosso modo, il faut le voir comme une chaîne de décomposeurs qui recycle en permanence la matière organique qui arrive. Donc, dans une forêt, la matière organique, c'est les cadavres, les feuilles, le bois mort, principalement. Tout ça n'est pas immédiatement disponible pour les plantes, pour boucler pour revenir, et pour les animaux. Donc il faut qu'entre les producteurs et les consommateurs, qui sont en fait les mêmes, c'est-à-dire les animaux et les végétaux, il faut qu'il y ait, on va dire, une industrie du recyclage qui se mette en place. Et elle se met en place de manière extrêmement fine, dans un sol de forêt primaire complètement parfaite, via donc toute voilà, une faune, macrofaune, microfaune, bactéries, qui va de quelques millimètres à quelques microns, pour petit à petit dégrader la matière et la minéraliser pour qu'elle soit biodisponible, puisque les plantes, notamment, par leurs racines, ne peuvent absorber que des ions. Alors les ions, voilà, c'est-à-dire des molécules avec une charge électrique. Tant que c'est à l'état de feuille, une plante ne va rien faire d'une feuille, ne peut rien faire d'une feuille. Si la feuille ne se décompose pas, la plante mourra à côté et ça ne va rien passer. Donc voilà, et c'est là où, bon, si vous écoutez le bourguignon depuis longtemps, il y a une aberration complète, parce qu'on ignore, en agriculture conventionnelle, on ignore toute cette fraction-là qui est en fait centrale, quoi. Voilà. Et donc cette chaîne de décomposeurs va fabriquer la matière, va transformer la matière organique vers la matière minérale et va la stocker dans donc les cations, qui sont les ions en question, principalement les cations, dans les complexes argilo-humiques, qui est une sorte de grosse éponge, conjonction des argiles, mais pas que en fait, et puis de l'humus. Et l'humus, c'est la matière minérale décomposée. Organique. Pardon, organique, ouais, c'est bien, je suis. Donc les actions de la faune dans le sol, en dehors de cette bon, il y a la mise à disposition des éléments organiques pour les racines des plantes par la minéralisation, ça, bon, j'aime le dire. Par ailleurs, la faune aère, elle décompacte, donc spontanément, un sol compacté, si par exemple il y a eu des passages de tracteurs en 30 ans dans un sol argilo-limoneux, c'est clair qu'il sera dépourvu totalement de vie. Après, spontanément, la vie va revenir, et spontanément, la vie va décompacter, ça peut prendre quand même du temps, mais ça va le faire, va décompacter le sol. Donc si on ne fait rien, si on arrête de foutre la merde, en fait, le sol va se redécompacter. Voilà, donc c'est grâce à la faune du sol. Le brassage vertical méléondrique, alors le sol il est posé sur une roche mère, systématiquement, donc du 100% minéral. À la surface, on est 100% organique. Plus bas, une certaine profondeur qui varie entre quelques centimètres
si on est en zone méditerranéenne ou sur un causse en Lozère, jusqu'à quelques dizaines de mètres si on est en zone équatoriale, on a au fond toujours une roche-mère, donc du caillou brut, enfin, d'abord altéré, après brut. Et en fait, cette roche-mère fournit énormément d'éléments de fertilité. Mais pour que ça remonte, ça soit mis à disposition des racines, bon, il faut d'une part que les racines descendent, mais il faut également que cette roche-mère soit remontée. Et ça, c'est la fonction des lombrics, entre autres. Mais les lombrics, c'est plus connu, qui font un brassage vertical, c'est-à-dire qu'ils montent et descendent en fonction de la chaleur. Et en faisant ça, ils permettent la mise à disposition sur un plan vertical de la fertilité. Donc gros apport des vers de terre qu'on aime toujours bien voir dans son sol, c'est toujours une bonne chose de voir comme vers de terre. Voilà, une fabrication de l'humus, donc qui va s'associer avec les argiles pour faire le complexe argilo-humique. On peut entendre aussi le mot organo-minéral parce qu'en fait depuis quelques années c'est un peu plus compliqué, mais bon, schématiquement on peut y rester là. Vous me dites si vous voulez que j'illustre aussi les tableaux, enfin les illustrations, que je commande, enfin je pense que c'est clair. Bon. Après le complexe argilo-humique, alors le complexe argilo-humique, donc c'est la conjonction donc, de l'organique et le minéral par des liaisons électriques. Mais grosso modo, c'est une éponge, donc ça permet le stockage de l'eau. Donc c'est très intéressant, puisque ça permet de résister à des sécheresses. Si on a un complexe argilo-humique dans son sol bien développé, on est beaucoup moins vulnérable aux sécheresses. On est beaucoup moins vulnérable à... D'accord. On est beaucoup moins... Ouais. Le premier bouton, en fait, si tu veux appuyer dessus pour pointer sur un truc, un mot particulier. Ok. Et si moi j'ai la souris, si ça me va. Ouais. Il faut placer le son. Donc complexe stockage de l'eau. Résistance mécanique. Donc résistance mécanique, encore une fois, bon, si on marche sur un sol, si on roule sur un sol, enfin si on marche avec des petites chaussures, etc., on va passer le sol. Ça c'est pas bon. Et pareil en surface. Il faut savoir qu'un sol à nu, notamment s'il y a beaucoup de limon, enfin de manière générale, quand la pluie va tomber, la pluie va créer une croûte de battance. Une croûte de battance, c'est-à-dire qu'une petite zone de quelques millimètres d'épaisseur, qu'on peut voir n'importe où, hein. Il suffit de se pencher quand il est dans un sol qui a plu, qui sèche après, on va avoir une croûte, c'est un milieu continu, et cette croûte peut diviser la perméabilité du sol par 100. C'est-à-dire qu'à la fois d'après, toute l'eau va ruisseler. Donc elle va ruisseler, donc elle va éroder, donc la nappe ne sera pas réalimentée, et en plus le sol va partir. Donc c'est double peine en fait. Hein. Et le complexe argilo-humique permet de bien résister à la battance. Mais ce qui permet encore de mieux résister à la battance, c'est la couverture permanente du sol. Le complexe argilo-humique, donc comme je disais, c'est un tampon chimique, donc c'est un réservoir de fertilité. Plus il est développé, moins on a besoin d'amender son sol. Voilà, c'est le réservoir principal donc, de fertilité pour les sols, je l'ai dit. Et accessoirement, il peut corriger les défauts éventuels de la fraction minérale. Donc ça introduit la diapositive d'après, donc la fraction minérale. Alors, donc là je m'intéresse uniquement donc, à ce qui ne supporte pas la vie, là. C'est vraiment la roche, qu'on distingue en 3 composantes, donc les sables, schématiquement, après il y a des gens qui raffinent un peu, mais enfin, schématiquement, les sables, donc toutes les particules qui font plus de 50 microns, les limons de 50 microns, 2 microns, et les argiles. Et la carte d'identité d'un sol, enfin la carte d'identité minérale d'un sol s'appelle la texture, et la texture c'est la part de sable, de limon et d'argile. Sachant que dans un sol, il y a toujours des sables, toujours des limons, toujours des argiles. C'est juste la proportion de chacun. Donc dans un sol qui a dominante sableuse, alors là, ce triangle-là, c'est le triangle de texture, c'est-à-dire que quand on mesure, si vous allez en labo, ou si vous avez le moyen de le faire vous-même, ici ça va de 0 à 100 dans chaque direction, et si vous avez 30% de sable, par exemple, bah, vous mettez à 30% ici, après vous mettez votre coordonnée ici là c'est les argiles, ici en limon, et à l'intersection des trois, en faisant les triangles, enfin les lignes perpendiculaires, hein, on a le nom de la texture en fait. Donc on peut être soit purement argileux quand on est ici on sera purement limoneux, ou sableux pardon, et ici on sera purement, ici plus purement limoneux. Et après il y a des tendances, quoi. On peut être limoneux sableux, peut être sableux limoneux, peut être argilo limoneux. Bon, le mieux c'est d'être là.
D'accord, le mieux c'est d'être équilibré. Mais ça, bon, ça j'y reviendrai. Voilà, alors, quand c'est sableux, donc les avantages des fractions et les inconvénients. Alors, quand c'est sableux, on a un sol bien aéré. Facile à travailler, donc c'est super pour les carottes par exemple. Voilà, ça descend facilement. C'est un sol qui est léger. Par contre, il est pauvre en réserve d'eau, donc il va être séchant. Les paysans disent pas sableux, ils disent séchant. Il est pauvre en éléments nutritifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de complexe argilo-humique, ou très peu. Et donc là, il faut compenser par la production d'humus. Et donc il a un faible stockage en minéraux. Enfin, ça recouvre la même notion. C'est-à-dire, il a des propriétés mécaniques, mais pas de propriétés chimiques. Le limoneux, lui, il aura tendance à prendre en masse. Donc prendre en masse, c'est vraiment dès qu'on appuie dessus, après ça fait un bloc, et puis ça colle en fait. Pareil, il va être très battant, donc à la moindre pluie, il va former cette croûte de battant, ce qui est catastrophique. Par contre, les limons permettent un bon stockage de nutriments. Voilà, les limons font du complexe argilo-humique. On devrait être du complexe limono-humique, mais en fait, le complexe limono-humique, apparemment, ça existe aussi. Enfin bref, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc les limons, c'est quand même, voilà, ça a des avantages à venir. Et les textures argileuses, c'est un sol donc il va être chimiquement riche, puisque, avec un peu de chance, donc, il a un potentiel pour faire beaucoup de complexes argilo-humiques, puisqu'il y a des argiles, c'est logique. Par contre, propriété physique très faible, c'est-à-dire qu'il va être imperméable. Les argiles sont imperméables, c'est un truc d'étanchéité. Mal aéré, formant obstacle à la pénétration des racines. Donc, les plantes vont descendre moins bas, vont explorer moins de volume. Ça ne permet pas le travail du sol. Bon, alors après on dit nous on est en non-travail du sol, donc là c'est moins grave. Mais un sol argileux, il faudra quand même le décompacter au début, c'est clair. Voilà, forte plasticité, donc ce qui fait qu'il est collant, enfin bon, c'est compliqué à gérer. Et quand il sera sec, il sera compact et ça sera du caillou. Voilà. Alors bon, là sur la texture du sol, en fait, quand on a un terrain, on la constate. On peut pas faire grand chose en fait. Bon voilà, on peut remplir des 33 tonnes et puis venir importer un sol. Il y a une grande chance qu'au bout de quelques années, ça ait repris, parce qu'il y a quand même la roche-mère derrière qui n'a pas changé. Et le sol, en fait, est produit par la roche-mère, par l'interaction de la roche-mère et de l'environnement extérieur, enfin en fait, du minéral et de l'organique. C'est l'interface, donc comme l'interface ne change pas, le sol risque à la fin de revenir de là d'où il venait. Bon, on peut quand même le faire. Nous, à Lyon, là, au jardin communautaire à Lyon, on a été chercher une tonne 5 de terre chez un maraîcher, voilà, parce que c'est trop sableux, puis qu'on a besoin de terre, mais donc il faut quand même pas se l'interdire. Mais bon, ça reste à la marge, quoi. Voilà, là, c'est une fraction qu'on constate, mais il faut quand même la connaître, puisque la stratégie est dépendante du type de texture qu'on a. Voilà, et alors la dernière fraction, c'est la fraction cryptogamique, donc c'est les champignons. Sachant que quand on parle de champignons, donc on n'est pas sur les champignons, enfin, les champignons qu'on mange, c'est je veux savoir, c'est l'organe de reproduction des champignons. Le champignon, en fait, lui-même, c'est plutôt des filaments de mycélium qui sont dans le sol. Et ces filaments-là forment un règne à part. Alors, les gens qui font les classifications s'accordent pour dire que c'est ni animal ni végétal. Par contre, c'est colossal, quoi. Les champignons dans le sol, ça permet déjà d'une part le transfert d'informations, les gens qui disent que c'est le web, l'internet du sol, puisque toutes les plantes communiquent entre elles par les champignons. Ça permet le transfert de nutriments, donc les champignons conduisent les nutriments de la source vers le consommateur, c'est-à-dire la plante en général, permettent la fixation de l'azote de l'air via les légumineuses. Donc là, ça qui a un intrant dans le système, j'ai dit pluie-soleil, il y a aussi azote de l'air, qui a un intrant en fertilité, puisque là, on va considérer l'azote de l'air comme infini. Par contre, très important, parce que ça permet, comme je disais, l'azote est très important pour les plantes, pour faire les protéines. Par contre, en général, dans l'air, l'azote de l'air qui est dans le sol, puisque dans le sol il y a de l'air, et donc il y a de l'azote, n'est pas disponible directement pour les plantes, elles ne savent rien en faire. Sauf s'il y a des champignons qui le font pour elles. Et donc ça, c'est une des symbioses fondamentales du jardinage, importante à connaître.
c'est la fixation de l'azote de l'air via les légumineuses. Ça, c'est une famille de légumes, on appelle ce nom Fabacées, enfin il y a des anciennes et des nouvelles dénominations. C'est des légumes qui font des symbioses, des associations symbiotiques au niveau des racines, qu'on appelle des mycorhizes. Donc c'est l'association des racines et des mycéliums pour fixer l'azote de l'air et le rendre disponible. Voilà. C'est quoi comme légumineuse par exemple Les haricots, le lupin, le trèfle, la vesse, la fève, les févroles. Hein. Les lentilles? Ouais, les lentilles. Ouais. Donc ce qu'on appelle un engrais vert, ça fait partie de l'engrais vert. Ça enrichit le sol en azote, mais il n'y a rien à faire. Ça fait le boulot tout seul. C'est intéressant, mais tout ce qui permet de faire le boulot, c'est bon. Tu dis grâce à ces champignons. Ouais, grâce au... Non, alors, le nom du champignon, ça c'est pas le nom du champignon. Hein. Légumineuse, c'est le nom de la plante. Oui. Et tu parles des champignons. Ouais, et cette plante-là a la capacité de s'associer avec des champignons du sol. Voilà, pour fixer le... Vas-y. Si vous arrachez un trèfle délicatement pour faire venir les racines, vous allez voir des petites boules blanches. Et ça, c'est les nodules et c'est de l'azote biodisponible pour la plante. Et quand on va couper le légumineuse, on ne va pas l'arracher, on va le couper, on va laisser les racines en terre. Ces racines vont être décomposées et vont permettre de fertiliser le sol. Alors ça, bon, là, ici, là, sur le... Parce qu'en plus, c'est des annuels, donc on peut les couper, quoi. Ouais, on peut les couper, ouais. Ouais, un engrais vert, ça se casse, enfin, je veux dire, on met 6 mois, ou moins, et puis après, on met autre chose partout. Donc là, voilà, là, par exemple, vous voyez les racines, et puis, je ne sais pas exactement où ce que ça démarre, mais il y a le mycélium qui vient se greffer sur les racines. En fait, le mycélium même rentre dans les racines, quoi. Donc c'est très intime, entre guillemets, comme... Le mycélium, c'est ce que tu trouves, tu plantes quoi que ce soit, même en pot, c'est cette couche blanche un peu bah, sur un sol stérile, le mycélium, il va pas venir tout de suite, mais oui, c'est blanc. Ouais. Ouais. Quand je te dis en pot, parce que souvent tu dis du terreau, donc c'est pas un sol stérile, c'est que de la matière organique. Mais... Ouais, tu peux avoir, ouais. D'accord. Maintenant, comment on fait pour les cultiver, ces champignons pour Non, ils viennent tout seuls, il faut favoriser leur survenue. Mais comment? J'y reviendrai. Bah non, si, regarde, tu me... Voilà, c'est marqué là. Voilà, ça arrive. Alors, juste, je finis. Alors, le deal, en fait, parce que c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le champignon ne se fait pas exploiter. Grosso modo, il fournit, le champignon va extraire la fraction minérale dans le sol pour la fournir à la plante, ou éventuellement extraire l'azote gazeux pour la fournir à la plante. Et la plante, elle, par la photosynthèse, avec l'azote produit des sucres, et va fournir ces sucres aux champignons. C'est-à-dire qu'en fait, le champignon est totalement dépendant de la plante pour sa consommation énergétique. Voilà. Donc le champignon se nourrit du soleil via la plante. Voilà. Donc c'est gagnant-gagnant. Bon, les associations symbiotiques, évidemment, on essaie de les chercher. Là, c'est vraiment des trucs cas d'école, symbiose. Voilà, donc facteur de fertilité, résistance à la sécheresse, parmi les choses que va éventuellement chercher les champignons, c'est l'eau aussi. Les champignons du sol rapatrient l'eau et l'amènent là où il en faut, quoi. Donc c'est bien fait. Alors, donc du coup, favoriser les champignons du sol. Alors, d'une part, couverture permanente, puisque les champignons du sol ont un ennemi, c'est la lumière. Donc, couverture permanente. Les arbres font exploser la population de champignons dans le sol. Alors là, j'ai illustré un peu ici, là en bas. Dès qu'il y a des racines, il y a production de spontanément. Alors là, dans le détail, ne me demandez pas comment ça se passe, mais il y a des champignons qui vont se former. Donc, si on veut accélérer dans une butte le principe, on peut aller chercher directement de la terre de forêt, qui va être gavée de champignons, ou mettre des souches. Les souches permettent, le bois mort va être également attaqué par des champignons. Et donc nous c'est ce qu'on a fait à Lyon, on a mis des souches dans les bulles. J'espère que ça marchera, je peux pas vous dire que ça marche, mais on vient de commencer, mais dans l'idée c'est ça, quoi. Tu les prends où des souches? Là tu trouves une forêt, une forêt qui sent bien la forêt. Il y en a plein. Ouais. Les souches, tu les trouves. Dès que tu as une vieille Même forêt. des petits bouts de bois comme ça suffit. Hein, ouais. 10. Tu creuses, tu mets là. Là, on reviendra sur les buts, mais c'est une vidéo de Philippe Forêt, là, il faut regarder le jardinier en slip, là, avec Nicolas, non? Voilà. En plus, c'est un expert de la souche.
C'est pas la peine de dessoucher, quoi. Tu prends des Non, vieux bouts de surtout bois. pas, c'est des bois morts, donc il est Voilà. tombé quoi. S'il est encore en forme de souche, ouais. J'ai mis souche, ouais, c'est plus bois mort. Ouais. Aussi, bon, inoculation, donc bois mort. Après, dans le commerce, on commence à avoir des produits. Donc, peut-être que Big Pharma est sur l'affaire, j'en sais rien. mais en tout cas, bon, moi je suis tenté de voilà. Alors bon, voilà pour le sol. Alors c'était 3 petites diapos, voilà, sur le sol, quelques éléments. Après, bon, au niveau, j'illustre un peu les 10 principes de Escoffier là. Donc le compagnonnage de plantes. Alors les plantes, bon, je sais pas, peut-être que vous connaissez. Les plantes, éventuellement, il y a des plantes. Les plantes peuvent se rendre des services ou au contraire elles peuvent se desservir les unes les autres. On va chercher à mettre à joindre, à faire se rapprocher les plantes qui vont se rendre des services le plus possible. Donc, et créer donc, des symbioses. Hein, comme je disais, on essaie de favoriser les symbioses. Donc il y a des symbioses qui peuvent se produire entre plantes. Pour la fertilisation, donc, les légumineuses, dont je viens d'en parler, vont être favorablement mises à côté des plantes gourmandes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment consommer beaucoup d'azote. On va essayer d'identifier l'allélopathie entre plantes, c'est-à-dire la façon dont les plantes émettent des substances. Donc elles ont des stratégies de défense, les plantes, de partout. A priori, le fait qu'on soit obligé de balancer de l'insecticide par exemple sur une plante, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à une plante qui n'est pas en bonne santé en fait. C'est déjà une plante, on va dire, qui serait dégénérée un petit peu, quoi, un peu pas capable de se faire. C'est comme nous, enfin, on est toujours malade, etc. Les plantes, c'est pareil. La santé des plantes, toutes les plantes sont pas en... Même si visuellement elles se ressemblent, entre une plante sauvage et une plante cultivée, il y a des grandes différences. Et les plantes cultivées, bon voilà, sont forcément plus fragiles, quoi. Et du coup, on essaye de sélection des semences, etc., des plantes les plus fortes possibles. Et un des moyens de contrecarrer justement cette faiblesse de la plante, c'est de la mettre à côté d'une plante qui va l'aider à se défendre, qui va elle-même émettre des substances toxiques, par exemple, pour les prédateurs de cette plante. Alors, par exemple, un des exemples connus, c'est le poireau, la carotte. Donc on met souvent à côté. Puisque le poireau a un ennemi, c'est la teigne du poireau, et la carotte a un ennemi, c'est la mouche de la carotte. Et en fait, le poireau est capable de repousser la mouche de la carotte. En fait, il émet une odeur qui ne plaît pas à la mouche de la carotte, et la carotte émet une odeur qui ne plaît pas à la teigne du poireau. Voilà. Donc l'association classique, c'est des rangs de carottes avec des poireaux. Ça, c'est un truc. Bon. Voilà, c'est une effet, une action allélopathique. Voilà, les œillets d'Inde et les tomates. Là, c'est super. Après, il y a d'autres principes de compagnonnage. Il y a par exemple la limitation des mauvaises herbes. Alors là, je vous ai illustré par un truc qui est assez connu. Si vous avez vu le documentaire de Marie-Monique Robin, je ne sais plus lequel, c'est la Milpa. On a entendu parler de ça, non? Les trois sœurs. C'est la faute. Milpa. C'est un truc, c'est mexicain. C'est comme ça au Mexique. En fait, les Mexicains, enfin, c'est les Mexicains avant le ravage agro-industriel, ils font du maïs, donc ils font beaucoup de maïs. Sur le maïs, ils font grimper des haricots. Et au pied, ils mettent des courges, ou des courgettes. Alors, l'action, c'est que les courges, en fait, elles vont faire des grandes feuilles, on le voit, hein, elles font des feuilles très larges. Elles vont assombrir le sol et elles vont permettre de limiter les mauvaises herbes, pas les adventices, les plantes concurrentes. Donc elles vont favoriser les deux autres, qui sont elles en hauteur, mais qui n'auront pas de concurrence en bas. Ensuite, le maïs, il va servir de tuteur en fait au haricot, et le haricot va apporter de l'azote aux deux autres. Donc là, c'est une symbiose à trois. Voilà. Et qui permet, en plus, on utilise les deux étages. Donc ça, c'est permaculture, et en permaculture, les mecs, ils adorent ça. Toutes les hauteurs sont utilisées, donc c'est très intense, c'est très productif. Voilà. Ça, c'est un exemple d'échange de services entre plantes à trois. Voilà. On peut penser aussi aux fenêtres spatiales ou temporelles. Donc, fenêtre temporelle, c'est on met un truc qui pousse vite à côté d'un truc qui pousse lentement. Comme ça, une fois que le truc qui a poussé vite a grossi, celui qui est lentement, il n'a pas encore eu beaucoup de temps, donc on a le temps de récolter et de mettre autre chose. Fenêtre spatiale, donc ça c'est l'aspect vertical. Amélioration du goût, par exemple
la sarriette au pied des haricots, parce que, apparemment, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'il dit, la sarriette améliore le goût des haricots. Donc, haricots, sarriette, haricots arabes. C'est quoi là ça? C'est une plante aromatique, ça fait un petit buisson aromatique. C'était quoi donc les plantes gourmandes en azote qui vont bien avec les légumineuses? Bah, toutes les solanacées, alors, donc c'est tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons, concombres. On va dire c'est les grands légumes, fruits d'été. Ils aiment bien avoir sur les marchés. Quoi. Ça c'est gourmand. Les pommes de terre aussi. Et tous les choux. Donc les choux de la famille des crucifères. C'est assez gourmand. Et les légumineuses donc c'était quoi? Les haricots. Ouais, alors. Ouais, haricots, lentilles, vesses, fèvres. C'est pas toujours comestible, il y a des choses, il y a des fois des légumineuses qu'on met juste le frais, voilà, le frais, le lupin. Il y a des légumineuses qu'on met que pour leur effet engrais vert. Ouais, j'ai pas fait de diapo sur les engrais verts. Tu disais quoi tout à l'heure sur les engrais verts? Tu les ramasses et tu les laisses? Alors ça dépend des engrais verts. Ça dépend des engrais verts. Il y a des engrais verts qu'on va. Bon, les engrais verts, ça a comme fonction de couvrir le sol en hiver, ça a comme fonction d'enrichir le sol quand c'est des légumineuses, ça a comme fonction de décompacter le sol aussi, parce que des fois ça fait des racines profondes. Voilà, ça a plein de fonctions les engrais verts, c'est pas uniquement de l'azote. Donc en fonction de l'objectif, on va pouvoir soit faire la récolte. Mais en général, c'est pas prioritairement pour la récolte. Voilà, c'est le mot engrais qui compte. Quoi, hein. Alors, à savoir quand même que sur ces différentes associations, il y a des contradictions dans la littérature. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Là, il y a 3 livres qui sont sur la table. Enfin, il y en a un qui est encore dans mon sac. Celui qui est en bas, là, le poireau préfère les fraises, que j'ai dans mon sac. Celui-là est assez connu. Il y en a 2 autres qui sont sur la table, un crémé, un nez aussi. Et quand on compare des fois, on a dit ça. D'accord. Ouais, c'est pas toujours d'accord. C'est pas du 100% ces affaires-là. Mais c'est quand même à considérer. Surtout, il faut éviter les associations antagonistes. Hein. Donc voilà, il faut concevoir un potager avec ce critère. Et dans la permaculture, tout ce qui vient, les purins d'ortie, genre des trucs, ouais. de soude, ça rentre dans le cadre de la permaculture? Normalement, non. Non, mais disons. Si, non, mais c'est pas après. Il y a peu de ce que tu veux, mais si ton système à la fin, tu te dis qu'il est en route, s'il est fonctionnel, il se défend tout seul. Il n'y a pas besoin de toi. Mais c'est vrai que pour y aller, peut-être à un moment donné, toi qui es dans la philosophie de l'agir, tu vas te dire merde, j'ai des pucerons, tu peux les laisser. C'est clair, tu vas faire des tomates et tout. Donc tu vas peut-être faire ton purin, tu vas essayer, voilà. Donc c'est logique, hein, je veux dire, mais c'est parce que ton système n'est pas encore à maturation. Dans l'idée, à la fin, tes tomates, il y aura ce qui viendra, il y aura les œillets d'Inde à côté, tac, il y aura, moi je vais en parler, les auxiliaires, mais justement, c'est pas mal. Alors, gestion de la biodiversité. Alors, un des principes de la permaculture, c'est de se rapprocher d'un écosystème naturel. Pour ça, biodiversité, c'est-à-dire à la fois végétale et animale. Donc ça, c'est totalement à l'inverse de l'agriculture conventionnelle. Enfin, je veux dire, quand on voit à côté de ça, quand on voit un champ de blé, enfin, je sais pas, n'importe où, c'est affreux, quoi. C'est vraiment des aberrations totales. Donc après, bon, on peut s'amuser, ça peut être plus ou moins bobo, voilà, on peut faire le petit hôtel à insectes, voilà, c'est un truc de bobo, mais en même temps, bon, je trouve ça sympa, et puis ça a quand même une fonction. Hein, ouais, non, mais c'est marrant. Et ça a quand même une vraie fonction, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez beaucoup de... La slide d'après, ça sera sur les auxiliaires de culture, une fois que vous avez beaucoup sur votre jardin, vous êtes quand même vachement plus serein. Garder des zones sauvages, j'en ai parlé un petit peu au début, mais voilà, là il y a un cheminement à faire plutôt que d'être un excité de la tondeuse, comme on voit un peu partout dans les jardins. Le fait de laisser monter les herbes comme ça spontanément, c'est une très bonne stratégie, parce que dans ces herbes-là, c'est un des écosystèmes colossaux. Ça gorge là-dedans d'auxiliaires de culture, etc. Ça va aider les pollinisateurs, on va avoir des fleurs spontanées, donc il va y avoir des insectes pollinisateurs. Voilà, c'est très bon quoi, de garder ça. Mais c'est de faire les foins quoi. Faire les foins une fois, 2 fois par an. À la fin, ça va faire, voilà, à la fin on va récolter éventuellement. Mais surtout l'été, on aura eu les services rendus. Et comme un élément a toujours plusieurs fonctions, l'élément par exemple prairie sauvage va avoir une deuxième. Enfin, déjà il y a plusieurs fonctions à l'intérieur de la prairie quand elle est sauvage, et à la fin il y a la fonction récolte, c'est-à-dire qu'on fait le foin, on va couvrir le sol avec, etc.
Voilà, on peut mettre des nids. Les limaces, par exemple, sont contrôlées par les oiseaux, donc on va essayer de favoriser les types d'oiseaux qui sont voilà, les mésanges charbonnières, par exemple, qui font un gros travail sur les limaces. Faire des murets en pierre sèche, voilà, c'est une très bonne source de biodiversité. Et ça a aussi également plusieurs fonctions. Un muret, voilà, un système très permaculturel, puisqu'il va éventuellement faire de l'ombre au pied. Il va réchauffer la nuit, puisque les cailloux vont rayonner pendant la chaleur de la journée. Il va permettre de nicher, donc à des insectes de nicher. Il va permettre de s'asseoir, tout simplement. Bon. Donc voilà un élément qui a plusieurs fonctions. Ça colle, c'est raccord avec la permaculture. Donc j'ai dit les haies, bon les haies, je ne l'ai pas mis, enfin on voit ce que c'est, mais les haies, faire une haie c'est une science, hein, faire une bonne haie c'est une science, ouais. Donc il y a des livres uniquement sur comment faire une haie. Les murets, les mares, on va peut-être un petit peu sur les mares. Divers tas de nids, ça peut être une souche, des hôtels à insectes, juste un tas de bois, voilà, qu'on laisse un peu en vrac. Je veux dire, avoir l'idée que le jardin doit être propre selon des critères classiques. Bah, un jardin en permaculture, il fait hurler un jardinier classique. Parce qu'il y a un côté bordélique. Si c'est pas bordélique, il y a peut-être quelque chose qui a manqué. Donc d'avoir des tas comme ça, laissés comme ça à l'abandon, c'est une bonne stratégie d'un point de vue de se rapprocher d'un écosystème naturel, parce que dans la nature, il y a des branches les unes sur les autres. Enfin, c'est un peu le bordel dans une forêt, simplement. Donc ça, également c'est conforme à l'optique de la permaculture. Les bandes sauvages, donc c'est ça, hein, c'est la plante, les herbes sauvages. Et l'effet de lisière, ça, je ne sais plus si j'en parle après. Je crois que j'en parle après. Non, je ne sais pas si j'en parle pas après, je vais quand même le dire sur l'intérieur. Juste l'effet de lisière. Donc l'effet de lisière, c'est la constante, la bonne constante, que à l'interface entre deux milieux différents, il y a un maximum de fertilité, un maximum de biodiversité. Donc ça peut être par exemple au bord d'une mare. Les rebords d'une mare, par exemple, c'est l'interface, hein, c'est un milieu très productif, très intéressant. Entre une forêt, à la sortie d'une forêt, dans une clairière par exemple, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a à la fois les avantages de la forêt, les avantages de la clairière. Donc, en conception de permaculture, on essaie de favoriser l'effet de lisière, donc favoriser les interfaces. Ça rejoint des principes du début, c'est la dissémination. C'est-à-dire qu'en disséminant les éléments un peu partout, on augmente la taille d'interface. Voilà. Donc et du coup, on favorise la biodiversité. Alors, la lutte intégrée. Donc, ça c'est un terme, on va dire, agro-industriel, la lutte intégrée, puisque c'est devenu avec le bio, avec l'industrialisation du bio, maintenant, on a industrialisé la lutte intégrée. C'est un terme, voilà, je ne sais pas si un agriculteur 100% pur jus, il aimerait le terme. Mais grosso modo, c'est l'idée qu'on essaie de constituer un écosystème équilibré entre les proies et les prédateurs. Alors, donc on va faire pousser des légumes, ils auront des prédateurs, des phytophages qui vont voir voilà, les limaces qui bouffent les salades, etc. Les pucerons qui piquent un peu partout. Ça c'est logique, c'est normal, il n'y a pas à essayer d'éviter ça, on n'essaye pas d'éviter ça puisque c'est un fonctionnement naturel. Quand on ouvre la porte, ça fait sonner. Ah. Ça va au niveau du stress ou non? On est encore tous là. Ouais. Presque. Presque. Presque juste là. Ouais, coquine, ouais. C'était quoi ton formateur en permaculture? C'était sur Lyon que tu l'as fait? Non, dans la drôle. Là, j'ai un lien. C'est hybride. C'est hybride. Et t'as juste trouvé son nom comment? Non, je n'ai pas trouvé son nom, j'ai trouvé la formation. Non, mais la formation, tu l'as trouvé comment justement? Sur internet, c'est l'université populaire de permaculture. D'accord. Après, il y a peut-être d'autres. Lui, il met trop le théâtre. Enfin bon, c'était un peu. Je continue du coup, on attend quelqu'un?
Non, vas-y, continue. Ah, c'est moi, ouais. Ok, donc la lutte intégrée, donc constituer un écosystème équilibré entre proie et prédateurs. Donc l'idée, effectivement, on sait qu'il y aura des prédateurs pour ce qu'on veut. Ce qu'on cherche, c'est des prédateurs à nos prédateurs, enfin aux prédateurs des plantes. Et du coup, on essaie de favoriser la présence de ces prédateurs. Donc ce sont des organismes qu'on appelle auxiliaires, des auxiliaires de culture, qui vont être donc antagonistes aux organismes nuisibles. Et également, dans les auxiliaires de culture, on va compter tout ce qui pollinise les plantes, ce qui permet quand même l'intensification du rendement, donc typiquement l'abeille. Voilà. Alors les stratégies de lutte intégrée, donc c'est favoriser les gîtes, attirer les prédateurs qu'on cherche en leur offrant des proies. Donc typiquement, vous avez un pied de fèves ou de blettes qui est rempli de pucerons. On n'est pas obligé de le jeter, on peut le laisser mourir. On va perdre, c'est sûr, on va faire un sacrifice. Par contre, au bout d'un moment, on va voir normalement, sauf si on est vraiment en plein milieu d'une zone industrielle, un truc, mais on va voir apparaître ce qu'on cherche. Typiquement, voilà, ici j'illustre les coccinelles, sachant que ce qu'on cherche n'est pas une coccinelle comme ça, ce qu'on cherche c'est la larve de coccinelle, parce que les insectes auxiliaires en général c'est sous forme larvaire qui sont efficaces. Donc si on ne les reconnaît pas telles quelles, il ne faut pas les buter. Voilà, ça en bas c'est une coccinelle et elle bouffe des centaines de pucerons par jour, hein. C'est un gros travail, quoi. Voilà, on a la chrysope, ici on a la cirfe qui ressemble à une abeille mais qui n'en est pas une, et qui elle va pondre à l'intérieur des pucerons par an. Donc c'est des guêpes parasitoïdes, c'est trash, après c'est hyper trash, hyper violent ce qui se passe, mais du coup elle est capable de pondre, pareil, de tuer des centaines de pucerons dans la journée. Là on a un aphidius qui pareil, qui lutte contre les pucerons. Là on a des carabes et puis ça je sais plus, qui vont lutter contre les limaces, voilà. Donc ça c'est comme un scarabée en fait, un carabe, une famille. Voilà, donc il y a toute cette faune, il faut essayer de la reconnaître. Ça c'est bien, vous êtes quelque part, ou si vous en voyez, ou si vous voyez quelque chose, ce qui est bien c'est d'avoir un manuel de reconnaissance. Moi il y en a dans le disque dur, là, il y a dans les dossiers, il y a des manuels de reconnaissance d'insectes, donc il faut essayer de reconnaître ce qu'on a, voir si ça peut nous aider ou pas. Et s'il y en a, essayer de voir si est-ce qu'on ne peut pas les rapprocher doucement où on les mettre ou comment les favoriser, etc. Voilà. Mais en tout cas, quand on procède à l'examen d'un site, c'est des choses qu'on peut essayer de chercher. À la fin, on peut procéder à des introductions. Alors, il y a des paysans qui le font, qui achètent, des services. Qui achètent ça, ils achètent des abeilles, ils les mettent dans la serre à tomates, et puis ils attendent que les abeilles pollinisent. Voilà, il y a des stratégies qui marchent bien, j'avoue, mais après, ça permet juste de prolonger la monoculture de longtemps, mais en bio, quoi, c'est pas inintéressant. Voilà, après, c'est pas totalement satisfaisant non plus. Bon, alors le principe alors là, je change de sujet. Le principe de la forêt-jardin, donc qui est un petit peu, puisque c'est à ça qu'on veut tendre quelque part. Le principe de la forêt-jardin, alors c'est une sorte de modèle en permaculture. Dans une conception de site en permaculture, vous allez forcément entendre parler d'une forêt-jardin à un moment donné. Il y a forcément un endroit. De manière générale, de toute façon, c'est un principe. Hein. Il faut mettre des arbres le plus souvent possible. Répandre au maximum les arbres. Mais on peut avoir vraiment une forêt-jardin conçue comme telle, qui utilise les différents étages. Donc avec des rampants, des légumes herbacés, des légumes et des herbacées, des buissons, des arbrisseaux de petits fruits et carrément des arbres. Il n'y a pas des plantes qui ont besoin de soleil direct, comme les tomates et tout ça? Alors, selon Escoffier, à part les plantes pionnières, c'est celles qui poussent quand il n'y a rien. Non, même les ronces, c'est plantes de sous-bois. C'est pas pionnier ça, les ronces? Je crois que c'est peut-être, je sais pas. Elles poussent sur rien, quoi, en fait, les ronces. Peut-être qu'ils ont besoin. Mais les ronces, c'est pas à l'ombre de la ronce. Donc la ronce va favoriser l'arbre. Donc il ne faut pas l'enlever. En fait, si à terme on fait un arbre de pied franc, il ne faut pas l'enlever. Après,
comment dire, selon Escoffier, voilà, les arbres, ils tolèrent, les pionnières tolèrent l'éclairage direct, elles peuvent se développer avec l'éclairage direct, mais en général, les arbres sont plutôt faits pour l'éclairage indirect. Ça ne veut pas dire que ça Mais les jardins entiers, quoi, tu dis, en fait, tu as tes arbres et tu as ton jardin en dessous, quoi. Ouais, après, ça dépend de la densité d'arbres. Hein. C'est ça. Moi, j'ai travaillé à la ferme du Bec et Loin, je ne sais pas si vous connaissez la ferme du Bec et Loin. Il y a des arbres partout et ils cultivent leurs légumes dans les arbres. C'est des pommiers, mais enfin, il n'y a pas que des pommiers, mais dans la zone vraiment, on va dire, maraîchère, dans la zone maraîchère, il y a des arbres. Mais c'est un arbre plus 15 mètres. Ça fait absolument pas de... Ça pose aucun problème, quoi. Ça pose aucun problème. Donc c'est vrai que c'est un peu un tabou ou quoi, mais des fois on se dit, bon, il y a la forêt d'un côté, il y a le jardin de l'autre. On peut mixer et c'est très productif en fait. On utilise, en plus on maximise les interfaces. Voilà, alors, Escoffier par exemple, il dit, voilà, on peut mettre 80% d'arbres. Alors je sais pas ce que ça veut dire, c'est 80% de la surface, d'une d'espèce, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça laisse un peu ça donne un peu une idée de la tendance. Il ne faut pas forcément mettre, faut pas forcément faire une sapinière. Là, effectivement, là, on s'est planté. Il y a des espèces qui sont plus ou moins couvantes, donc il faut alterner, il faut concevoir. Il y a ce livre-là de Patrick Whitefield, donc c'est un anglais, que j'ai pas, mais et qui est intégralement consacré aux différentes espèces, au fonctionnement de la forêt. J'avais déjà entendu des trucs de Claude Bourguignon qui disait qu'en fait, si on met des arbres, c'est des feuillus et pas des conifères. C'est-à-dire que les conifères, ils acidifient le sol spontanément, ils sont pas les climax, c'est-à-dire que les conifères, ils sont bien au nord, il faut les laisser en Finlande, quoi. En théorie, c'est dans la montagne. Ouais, là, voilà, c'est parce que tu penses à ton sapin. Ou à ton non. Non, mais quitte à planter, ouais. Enfin, vraiment, les forêts de conifères, c'est une catastrophe. Alors là, on voit bien, c'est totalement artificiel, c'est en ligne. Ça n'a rien à foutre là. Ça stérilise le sol, ça acidifie le sol, ça fait un vie de zone. Ouais, il n'y a pas de vie. Même les haies, en fait, c'est mieux de les faire en feuillus, selon les Bourguignons. Ah oui. Après, il y a le rôle de brison aussi, sur lequel je reviendrai, et les feuillus sont plus efficaces en brison. Mais voilà, donc quand même, maintien de carrière, c'est-à-dire, bon, ça a un recours, hein, on ne fait pas un truc totalement sombre. Il y a la gestion de la taille des arbres, faire rentrer la lumière, donc on peut agir quand même sur le système, il ne s'agit pas de laisser les choses se faire en regardant, en constatant. Il faut juste doser son action, donc on peut quand même tailler pour laisser rentrer la lumière. Il faut savoir que les légumes-feuilles, étant donné que nous on consomme les feuilles des légumes-feuilles. Par définition, les légumes-feuilles c'est les épinards par exemple, ou les laitues, c'est un légume-feuille. Plus un végétal est à l'ombre, plus il fait de feuilles. Donc c'est une bonne stratégie de mettre les légumes-feuilles en amion. Même les salades. Les salades, elles n'aiment pas trop l'éclairage direct aussi. Elles crament. Hein. Ouais. Nous, on vient de se faire cramer. On apprend comme ça. Hein. Voilà, donc dans la forêt, on voit que la fertilité se fait par la chute des feuilles. Voilà pourquoi aussi il faut mettre des feuillus, c'est que les feuilles, c'est la fertilité du sol, donc c'est la couverture du sol, toujours. Le sol forestier va toujours s'arranger pour être couvert, et en plus c'est la fertilité du sol. La forêt, elle retient la chaleur. Elle fait effet brise-vent, donc un des plus gros ennemis du jardinier, c'est le vent. Et voilà, le gros très positif de la forêt. Et puis, comme je disais tout à l'heure, enrichissement du sol par les racines, donc ça on a vu via le mycélium. Pourquoi le vent est le principal ennemi, un des principaux ennemis? Déjà il stresse, il sèche, ouais. Il casse. D'accord. Les jeunes plants. Et il érode. C'est vrai qu'un lieu en permaculture, il faut essayer de le maintenir à l'abri du monde. On va y revenir parce que... Bon, le jardinage, alors là, je disais, l'ordre n'est pas toujours très logique. Quelques principes de jardinage
classique, enfin, mais juste parce que la permaculture c'est beaucoup de jardinage enfin, normal. Hein. Mais là, un des principes, c'est de rajouter la couverture permanente du sol, le non-travail du sol, hormis la grelinette. Alors bon, là j'ai un livre d'un paysan maraîcher permaculteur québécois hyper efficace, enfin hyper impressionnant. Le jardinier maraîcher, là, c'est le livre blanc, très intéressant, sur Martin Fortier, peut-être que quelqu'un le connaît. Fortier, voilà. Lui, sa ferme l'a appelée la ferme de la grelinette. Et voilà, le seul quasiment outil qu'il utilise, c'est la grelinette. Alors la grelinette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décompacte le sol, parce que quand on ne part pas d'un sol forestier, on part d'un sol qui a une histoire, etc. Donc voilà, on agit quand même dessus. Et ça permet de décompacter le sol sans faire sans retourner les horizons. Parce que le non-labour, c'est pourquoi on ne fait pas de labour, c'est que le labour il met le haut en bas et le bas en haut. Or, si le haut était en haut, c'est qu'il y avait une raison. Si le bas était en bas, c'est qu'il y avait une raison. C'est-à-dire que les organismes qui étaient en bas, ils ne veulent pas trop d'air et pas de lumière, donc ils sont bien en bas, et d'un coup on les met tout ce qu'ils n'aiment pas, et inversement. Donc voilà, c'est à l'inverse du fonctionnement naturel de labourer, ça va à l'inverse. On essaie de ne pas inverser les horizons. Ça, c'est un premier principe. Donc, pas labourer, c'est pas bêcher aussi. On ne bêche pas, bon, ben, un jardinier, en général, des voisins jardiniers, ils commencent par bêcher. C'est ancré, quoi. Mais là, il faut essayer de. Enfin, voilà, il faut essayer de sortir de ça. Labourage et pâturage, c'est plus trop. Enfin, voilà, en permaculture, enfin, pâturage encore, mais labourage, faut essayer d'enlever, quoi, du coup. Encore une fois, Claude Bourguignon, il parlait d'un espèce de truc pour arriver à couper la couche d'herbe, par exemple, sans retourner le sol. Ouais, pour raser, bah, tu peux le faire en grelinant. Ouais, tu décompactes un peu, tu tires sur l'herbe et ça, tu vas enlever un minimum de sol. Ouais, enfin, un grelinette, moi je l'ai fait. Chez Renault, on avait fait ça. Ouais. On avait fait exactement ce Et la grelinette, ça va bien. Hein. Ouais. Quand tu dis décompacter, c'est sur la hauteur de la grelinette. 15-20 cm. Ouais. Déjà, la majorité des légumes, s'ils ont déjà 20 cm, il y a des légumes qui défendent plus profond. Mais après, c'est logique qu'un sol soit compacté. Si déjà un légume il a déjà 20 cm de racines, il est déjà pas mal, il va commencer à pouvoir attaquer du plus dur. S'il attaque direct dans le dur alors qu'il est tout petit, entre guillemets, il n'a pas de surface végétale, donc il a peu d'énergie. 20 cm, ça suffit. Bah ouais, les grelinettes, voilà, c'est ça, quoi, la longueur de. Donc c'est vraiment un outil à dents. Ça te fait de la longueur d'une bêche aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours en France, on aura toujours. Ça va suffire. Ça va suffire. Tu peux utiliser une bêche, mais sans retourner, quoi. Juste pour faire des trous, pour aérer. Ouais, mais le problème de la bêche, c'est que ça fait de la semelle. C'est-à-dire qu'on passe une bêche, notamment dans les sols argileux, la bêche en passant, elle va tasser à la surface les deux couches qu'elle sépare, et tout ça va devenir imperméable. Donc on la retire et on a en fait 2 semelles. Une fourche. Une bêche fourche. Ouais, bah c'est une grelinette. Ouais, si. C'est juste un grelinette, c'est plus. Voilà, c'est ça, bien. Ça fait moins mal au dos, c'est plus. Ouais, c'est ergonomique. C'est une fourche améliorée. T'as de la puissance. Voilà. Votre femme peut faire la grelinette. Voilà, donc les autres principes vont suivre la fertilité, donc essayer de penser au rapport carbone-azote, aux engrais verts, à l'apport de compost, etc. La maîtrise de l'enherbement, donc ça, la maîtrise de l'enherbement, quand effectivement, il faut désherber à la fin. Escoffier, il dit qu'il y a un système bien fonctionnel, il n'y a plus besoin du tout de désherber. Mais au début, de toute façon, il y aura forcément besoin de désherber. Et donc pour ça, bon, il y a peu de stratégies, à la fin, c'est souvent à la main qu'on finit. Et on peut quand même bien limiter l'enherbement. Donc là, il y a des stratégies, les faux semis, la couverture du sol, les associations. Les rotations de légumes, alors bon ça je le cite, mais on ne met pas au même endroit du chou, l'année d'après du chou, l'année d'après du chou, l'année d'après du chou. Il faut tourner. Sinon, à la fin dans le sol, il y a tout, on va dire, les bactéries, voire même les champignons, potentiellement antagonistes au chou. Voilà. Donc on va condamner un sol. Après il y a des gens qui disent au contraire qu'il faut le faire.
Maintenant, depuis genre quelques années. Au contraire, il faut faire un chou sur chou sur chou. Et comme ça, à la fin, votre sol, il va être... vous allez perdre des choux au début, vous allez tout rater. Mais au bout d'un moment, votre sol sera totalement adapté aux choux. C'est une autre stratégie. Mais si on veut des légumes dans l'année, et les maraîchers qui ont les maraîchers en bio, qui ont besoin de produire, parce que c'est le gagne-pain, la gestion des rotations est fondamentale. Donc les choux, c'est le plus problématique. Il faut attendre 5 ans avant de remettre un chou sur un autre chou. 4-5 ans. Il y a des légumes, on peut mettre un radis sur un autre radis, l'année d'après c'est plus moins grave. Mais bon, voilà, il y a des choses quand même à faire gaffe. Et pour ça, on utilise les familles de légumes, donc peut-être vous connaissez cucurbitacées, solanacées, crucifères, légumineuses, ça c'est des familles de légumes. En fait, année après année, il faut éviter que des légumes d'une même famille se suivent. Voilà. Bon, ça c'est le principe de rotation. On va passer toute l'après-midi sur la rotation. Association de plantes, donc ça j'ai bien pensé. Incorporation de compost. Majeur, hein, pour faire de la... au début notamment, pour faire de la... Quand on n'est pas une forêt, qu'on commence à planter un arbre qui est haut comme ça, etc. Au début, il faut du compost. Donc, on n'est pas en système fermé au début, on est en système ouvert quand on démarre. Mais bon, c'est normal. Hein. À la ferme du Bec et Loin, ils achètent des silos entiers de compost. C'est colossal. Quoi. Le système n'est pas du tout fermé. Bon, ils le savent, ils aspirent à faire mieux, mais ils n'ont pas le choix. Hein. Si, quand on a un extracteur de jus, on peut utiliser. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Compost. Ouais, ça c'est hyper fermenticible. Par contre, il faut vraiment le mélanger avec du carbone. Ça c'est de l'azote. Si tu mets que ça, ça va partir en fermentation, ça va doubler. Et en fait, tu vas avoir des champignons, des bactéries pathogènes. Enfin, ça sera pas ce que tu veux. Le carbone, donc tu mets du bois, du carton, des boîtes d'œufs. Voilà, et ça, 2 tiers, 1 tiers en volume. 2 tiers. 2 tiers de frais, on va dire de frais, c'est de on verre. fait un bout de bois avec. Ça, ce que tu as, c'est de l'azote, là, ce qui sort de ton extracteur de jus, à la fraction les fibres. On va dire que tu symbolises ça par de l'azote, pas que de l'azote, mais on dit un rapport carbone-azote, ça c'est la fraction d'azote. Il faut l'associer à une fraction de carbone. Sa fraction 2 tiers azote, 1 tiers carbone. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, 2 tiers de matériaux qui symbolisent l'azote et de matériaux qui symbolisent le carbone. Tu as les deux. Oui, et puis aussi production de plantes, bon je l'ai mis, mais toute la réflexion sur les semences, etc., qui évolue quand même un peu. Il y a un maraîcher dans l'Aveyron là maintenant qui fait de la tomate quasiment sur du caillou. Je ne sais plus comment il s'appelle ce type. Juste en travaillant sur la sélection variétale. Il fait ses propres, mais au début il perd quelques années, mais il a développé des... En fait, le vivant est hyper plastique, d'une saison de production à l'autre, si on récolte les graines et qu'on fait de la sélection, nassale, on va dire, ça, on prend les meilleurs de chaque année, etc., on les réintroduit l'année d'après. En quelques années, il fait pousser des tomates gigantesques sur des sols où il n'y a rien. Si on met une tomate du commerce là-dessus, il n'y a jamais rien mis. Donc la question des plants, ce qu'on achète chez Botanique, chez Jardiland, machin, ce qu'on fait, bon, c'est le temps qu'on a, c'est compliqué de faire des plans, il faut le savoir. Donc on peut aussi acheter ses plants. Est-ce qu'on sème en pleine terre les plants c'est bien parce que quand on a beaucoup de mauvaises herbes, on a tout de suite quelque chose qui est grand, donc qui en avance quoi, par rapport aux herbes. Si on sème, c'est difficile, la concurrence est plus forte. Voilà, donc c'est des questions. Bon là c'est plus une réflexion, c'est un point d'interrogation. Alors les buts, donc les buts, alors ça symbolise un peu la permaculture. C'est-à-dire que des fois on dit tu fais la permaculture, tu as fait des buts. C'est vrai, nous-mêmes d'ailleurs à Lyon, dans le jardin, on a commencé à faire des buts. Donc oui, le but c'est bien, c'est pas du tout indispensable. Hein. On peut faire de la permaculture, pas forcément des buts. Alors mais pourquoi on fait des buts déjà ? Déjà pour protéger du piétinement, c'est con, mais quand il y a beaucoup de gens qui viennent dans votre jardin, il y a toujours des gamins, des machins qui vont marcher là où il ne faut pas. Donc avec des buts, on protège ce qu'on veut protéger. On épaissit le sol, notamment. Alors vous voyez ici, c'est pour anecdote, pour ceux qui connaissent la ferme du Bec et Loin, ça c'est la ferme du Bec et Loin, ils ont 10 cm de sol, ils ont un sol très très petit. C'est pour ça qu'il fallait prendre du terreau tous les ans. Il y a ça aussi, ouais. Ouais, mais pas que, hein, pas que, je pense qu'il y aura quand même besoin. Oui, bien sûr. Bon, ils exportent aussi beaucoup du sol, mais bon, c'est pas...
Quand on a un sol voilà, vraiment peu épais, faire des buts, c'est tout simplement c'est de l'épaisseur en plus, donc les racines vont avoir plus de volume à explorer, etc. On limite l'hydromorphie. Alors l'hydromorphie, c'est la propension d'un sol à retenir l'humidité et à s'asphyxier sous l'effet de l'eau. Donc un sol hydromorphe, c'est un sol en général argileux qui ne respire pas. Une butte, c'est de l'eau, on va dire, quand le sol est hydromorphe, donc quand on a un sol très argileux, par exemple, les buttes sont hyper recommandables. Parce que là, on va faire un sol dont on va contrôler la capacité, éventuellement on va même importer du sol si on veut. Mais en tout cas, elle sera très décompactée puisqu'on l'aura ramené en l'air. Et du coup, l'écoulement sera meilleur. On n'aura pas nos pieds de légumes, nos racines de légumes qui trempent dans l'eau. Parce qu'un légume qui trempe dans l'eau va mourir. Donc, limitation de l'hydromorphie. Le confort du jardinier, ça, c'est pas anecdotique du tout. Quand on passe la journée à travailler, pour les maraîchers professionnels, ça se finit souvent chez l'ostéo, donc c'est quand même hyper important. La gestion des microclimats, parce qu'une butte, il y a des pentes latérales, là on voit sur le schéma du haut, il y a des petites pentes, qui sont plus ou moins exposées au soleil, donc on peut utiliser les petits microclimats qu'on a créés pour choisir les espèces. Donc là, Richard Wagner, là, dans le bouquin là, lui il étudie tout ça, donc il a quand même passé du temps à réfléchir à ses buts. On permet l'infiltration, donc ça rejoint la question de l'hydromorphie. Pourquoi là En quoi ça améliore le confort du jardinier? C'est moins bas. La terre est basse, elle est moins basse. C'est juste qu'il y a moins à se pencher. Ouais. Quand tu dis but, c'est le but c'est haut ou... Il y a tout. Il y a tout, hein. Tu peux vraiment avoir une butte. Si tu veux faire des buttes, il y a des gens qui font des jardins pour les vieux, tu vois, dans des maisons de retraite. Pour faire des buttes à hauteur. Voilà. Mais sous châssis, hein. C'est-à-dire que c'est un châssis en bois, c'est rempli de terre. Ah ouais. Et pour ça, là j'ai mis avec ou sans châssis. Tu peux le faire en bois. Là, tu vois ici, là, là c'est des châssis, c'est en bois. D'accord. Tu vois, ça permet. Bon, ici c'est des buttes naturelles, enfin plus en châssis. Mais voilà. Voilà, donc tu mets plutôt tes légumes grimpants, tes légumes qui vont monter au milieu. Tu étages les plantes en fonction des microclimats, si tu as des pentes, des besoins en eau. Tu mets des repose-pieds, il faut éviter de marcher sur une butte toujours. Donc ça c'est un problème, hein. Les gens ne font pas gaffe, ils marchent quoi. À Lyon, j'ai un mal fou à dire aux gens ne marchez pas, enfin, il faut faire la police et tout. C'est pénible, donc, et comme il y a toujours du monde qui vient chez vous, des enfants, machin, c'est à prendre en compte quoi, ça pose des problèmes concrets. Donc il faut éviter, mettre des repose-pieds, comme ça les gens s'ils veulent absolument passer. Voilà ce que vous pouvez mettre dans une butte, donc là pour ça le maître de la butte c'est c'est juste toujours le même, hein, les jardiniers en slip. Donc faut regarder les vidéos qu'il fait. Donc des cartons, du papier, comme il y a des matériaux verts. Ça c'est les buttes lasagne, hein, vous allez pouvoir trouver ça, je vais taper sur internet. Donc c'est des couches à la fois du verre, donc on va dire de l'azote, tonte fraîche, résidus de cuisine, comme je disais, les fibres d'extracteur de jus, ou du carbone, des matériaux bruns, donc qui vont être plutôt du fumier décomposé, des branchages bruts, préférentiellement broyés. BRF c'est pas encore autre chose, mais en tout cas du bois broyé le plus finement possible, comme ça il va être décomposé le plus rapidement possible, du compost, des feuilles mortes, du foin, de la paille, des souches, etc. Des copeaux. Après, bon, faut quand même les copeaux, des fois c'est du bois de scierie, donc c'est bon, faut vérifier que c'est pas du bois traité. Des fois on trouve des copeaux où c'est du bois traité. Voilà, bois de charpente, il y a une chance que ça. Ouais, faut se méfier quoi. Faut y regarder de près, faut poser des questions si on trouve un plan. Après, des fois, il faut se dire, c'est peut-être mieux que rien. Des fois, on a l'opportunité, attendre de trouver le bois idéal, peut-être qu'on va passer 3 ans à le trouver, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, après, donc, la gestion de l'eau, c'est quand même un chapitre important. Pour l'eau, alors la règle en matière d'arrosage, je vais d'abord parler de l'eau en tant qu'arrosage des cultures, avec facteur de fertilité, parce qu'après il y a d'autres aspects. L'arrosage numéro 1, c'est la non-utilisation d'eau.
Et donc ça passe par la limitation de l'évapotranspiration. La plus grande partie de la flotte qu'on met, enfin une grande partie de la flotte qu'on met quand on arrose repart tout de suite en évapotranspiration. Plus le sol est couvert, plus l'évapotranspiration est limitée. Et ça c'est vraiment flagrant. Donc nous, à Lyon, là, dans le jardin, il y a 2 semaines et demie, on a enlevé le paillage, parce qu'on voulait se préparer à la suite. Par exemple, on n'a pas été assez rapide, on n'a pas préparé la suite assez vite. Et notre but, on l'a laissé 15 jours aller, comme ça, en plus il a fait beau. Et maintenant, c'est pas une catastrophe, mais on a vraiment perdu du temps. C'est-à-dire que notre sol, il est tout sec, il est dur. Enfin voilà, c'est pas à refaire, quoi. Bon, c'est pédagogique, mais... Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est très rapide, l'évapotranspiration, qui est, on va dire, destructeur à la fois pour la structure du sol et puis donc pour la teneur en humidité. Donc il faut la limiter, il faut couvrir le sol en permanence. Deuxième point, donc j'ai cité tout à l'heure, le ralentissement des flux. Ça c'est une illustration de l'agence de l'eau, donc à destination des producteurs. Il y a des producteurs qui se... Bon, ils ont leurs raisons, donc un paysan a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait. Après, des fois, leur bonne raison les conduit à cultiver dans la pente. Alors ça, bon, c'est une catastrophe écologique en fait, parce qu'on perd du sol année après année. Les Bourguignons parlent beaucoup de ce problème-là. Ils estiment qu'on a perdu entre 1 mètre et 2 mètres de sol dans le dernier siècle. C'est quoi la moyenne, Non, pas... Donc ces fonctions-là sont des astres écologiques discrets, mais bien réels, quoi. Voilà. En théorie, une rivière, en temps de crue, quand il y a une grosse pluie, c'est la théorie, c'est Bourguignon qui dit ça. C'est sérieux, quand même. Une rivière n'est pas marron en temps de crue. Si elle est marron, c'est qu'il y a un phénomène d'érosion qui est en cours. Le sol se barre, c'est le sol qui rend les rivières marron, et c'est anthropique. Ça laisse un peu réfléchir. Alors, donc, bon, la nature, évidemment, n'a jamais fait pousser les arbres comme ça, dans cet arrangement-là. Et puis, de toute façon, il y a un couvert végétal de la forêt. Mais voilà, là, il y a les deux erreurs. C'est-à-dire que le sol, il est découvert, et en plus, les sillons sont dans le sens de la pente. Donc, c'est catastrophique. Une meilleure façon de gérer, donc là, c'est pas c'est un dessin de l'agence de l'eau à destination des agriculteurs. On ne leur demande pas de faire de couverts permanents, ça reste l'agence de l'eau, c'est institutionnel, c'est pas... Mais il y a quand même la bonne pratique de mettre des haies ici perpendiculaires et de cultiver, alors je ne sais pas si les bandes de culture on les voit, mais de cultiver dans ce sens-là, quoi. C'est que le passage du tracteur, les semis, ça se fait perpendiculairement. Ça ne veut pas dire que le paysan qui a fait ça, il n'avait pas une bonne raison, il y avait certainement une autre raison qui lui permettait d'équilibrer son bilan financier à la fin de l'année. Donc, pas là pour le critiquer. C'est juste regarder les faits et prendre du recul sur à long terme ce que ça va. Parce que les paysans, ils s'en sortent avec des sols morts. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah ouais, c'est la béquille chimique à faire. Ils s'en sortent de moins en moins bien, les rendements baissent, et à la fin, au bout d'un moment, il n'y aura vraiment plus rien. Et on va tous mourir. Là, on est à la limite. Avec des couches énormément d'engrais, on arrive à faire des rendements inférieurs à ce qu'on faisait il y a 30 ans, avec beaucoup plus d'engrais qu'à 30 ans. Donc il y aura un moment où ça va vraiment bien marcher, quoi. Souvent, les vignes sont plantées dans la pente. C'est une catastrophe. Les vignes sont plantées en Valais, en Fribourg, en Suisse, et les vignes sont dans le centre de la pente. Ouais. Mais ceci... Il y a des murets, des fois aussi. Et puis quand tu es au début, la vigne est petite, que tu passes en tracteur, dans les pentes, tu n'as pas envie de passer perpendiculaire à la pente. C'est le plus gros facteur de mortalité après les suicides chez les paysans. Ah bah ouais, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Donc on comprend. Chez les viticulaires, ils tombent. C'est quoi, ils se renversent. Ils versent. Le centre de gravité, il passe de l'autre côté de la roue. Et boum. Et le gars, il retourne sur la tête. Maintenant, ils ont des barres, là, ils font des formations et tout. Mais t'es pas censé le faire avec censé cultiver à la main au départ. C'est pour ça qu'ils disent sur les pentes, ça marche bien sur les pentes, il y a beaucoup de soleil. Et en plus, ouais, bien sûr, mais je pense qu'ils devaient. Enfin, après, ils faisaient des conneries en passé, mais
s'ils y réfléchissaient un peu, à la main, je vois pas l'avantage d'être dans le sens de la... Enfin, d'être... hormis l'aspect mécanique, le passage du tracteur, je vois pas l'avantage. Je pense. C'est étonné, il n'y a que ça. De plus en plus hauts, ils sont hauts en plus. Ouais, ils sont Ils passent au-dessus de la ville et tout. Après, ils vont toujours te vendre un tracteur de montagne, sur BC, machin, avec le son. Après, ils vont toujours à toi. Mais bon, les gars, ils font comme ça, et puis aussi, attends, on a chauffé comme ça, hein. C'est ça aussi, hein. Il y a beaucoup de ça quand même. Voilà, donc culture perpendiculaire à pente. Alors, pas forcément tout à fait, j'y reviendrai. Couvert végétal, bon, ça j'ai déjà dit, mais le couvert végétal, ça aussi, une des fonctions, le sol couvert, il ralentit la fraîcheur. Stockage de l'eau. Alors, stockage de l'eau, donc dans les baissières. Alors, les baissières, c'est ça, je ne sais pas si on voit bien, je crois que j'ai mis un autre dessin plus loin. Donc, une baissière, c'est un fossé qui est destiné à être rempli par le ruissellement, qui est dans le sens de la. Enfin, qui est perpendiculaire à la pente, qui se remplit pendant la pluie, et qui est une zone de fertilité. Je l'ai mis après, je regarderai. On peut mettre en place des terrasses aussi pour ralentir. Là, ça se fait beaucoup, si vous connaissez les terrasses en Ardèche, en Lozère. Il y a des centaines de kilomètres de terrasses qui ont été faits à la main, enfin c'est un travail colossal, quoi. Des fois en pierre sèche, par des paysans. Bon, c'était les terres hyper pauvres, donc les paysans n'avaient pas le choix de faire de la terrasse pour limiter l'érosion, permettre la culture. Donc c'était pas pour le décor, mais quand on voit le travail qui a été fait, le niveau de vie qu'il y avait derrière, on se dit que la terrasse était totalement indispensable, quoi. C'était pas la coquetterie de paysagiste. Voilà, donc voilà les règles de gestion de l'eau. La suite, création de mares. Alors les mares dans un système, c'est vraiment un plus. Moi je ne connais pas du tout les mares, donc je suis pas trop. Mais on peut quand même répertorier les services que rend une mare, les fonctions qu'elle occupe. Donc elle rayonne, la mare elle rayonne. Donc elle va faire, elle peut même, si elle est bien orientée, elle peut même chauffer la maison. Mais elle peut également immédiatement chauffer le potager qui est à côté, augmenter l'albédo et favoriser la croissance des plantes qui sont autour. Elle va stocker la température. Donc la nuit, une mare va réchauffer son environnement. Donc le mieux c'est même, ça se voit sur la diapo là. Alors là, voilà, ça c'est la fin du bec et loin, j'y reviens. Vous voyez, ici, là, c'est une île. Bon, ils ont aménagé ça, hein, c'est totalement artificiel, mais c'est pensé, quoi, pour augmenter. Déjà, ils augmentent, vous voyez, le linéaire. Hein, en fait, on ne voit pas, mais la mare, elle passe derrière, donc c'est tout tortueux, là. C'est pas une mare, un cercle, hein. C'est développé comme une... C'est des cannes. Non, parce que c'est statique, qui remplissent, ils attendent que ça vide. Ils s'alimentent par la rivière, à côté ils ouvrent une vanne, ça alimente gravitairement. Mais ils sont super bien placés. Mais je veux dire, cette mare là, ils l'ont conçue avec le reste. Et ça leur permet, vous voyez, ils mettent des cultures de haute intensité tout autour. Cette île est très performante. Ils calculent, je ne sais pas si ils sont au courant, il y a une étude de l'INRA et d'AgroParisTech sur la ferme du Bec et Loin. Ça vous dit quelque chose, ça évoque, non? Bref, je vais quand même le citer parce que c'est intéressant. Donc il y a eu 2 ans de suivi du temps qu'on passe, de la quantité de légumes qu'on sort dans une ferme en permaculture. C'est chapeauté, cornaqué par l'INRA. Moi j'ai fait 2 semaines, j'ai travaillé là-bas. J'ai fait partie du coup de l'expérience, mais juste en notant mes activités, en regardant le temps que je passais avec les vendeurs, etc. Et à la fin, donc au bout de 1 an de préparation, 1 an de collecte, ils ont calculé qu'un paysan pouvait générer un chiffre d'affaires de 34 000 euros, donc un résultat de 25 000 euros à peu près, donc avec 9 000 euros de charge, en travaillant en moyenne 41 heures par semaine, sur toute l'année, avec une surface de production, pas une surface totale, une surface de production de 1000 m². Donc 0,1 hectare, donc c'est tout petit. 1000 m², là il y a 1000 m², en bas il y a 1500 m². À peu près 1000 en fait. 1000, bon. Bon, mais ça c'est surface de production, ça compte pas les allées, les stockages, la maison, le machin, mais ça reste quand même tout petit. Et voilà, donc ça c'est... Bon alors c'est... ça serait quand même à confirmer. Bon. L'étude est bien faite, enfin j'ai trouvé sérieusement faite, j'ai quand même des doutes, mais la tendance quand même montre que le système peut être très intense, quoi. Alors, donc je reviens aux mares. Ils ont mis des mares, ils ont mis une grande puis une autre petite, un peu partout, et donc ça donne un système très, très productif. Voilà.
ça j'étais pas là. Voilà. Donc la biodiversité, puisqu'une mare, par exemple des crapauds contrôlent les limaces, donc c'est bien d'avoir une mare. Il y aura une faune spécifique, il y aura des pollinisateurs spécifiques dans la mare. Éventuellement la mare peut servir à faire de la phytoépuration, donc à recycler l'eau, les eaux grises des toilettes. Biodiversité, on peut faire de la production avec une mare, simplement, on peut faire de l'aquaculture, on peut produire des légumes, de la faune spécifique aquatique en fait. On peut faire de la spiruline même si on veut. Même mare. Non. Non. Beaucoup de choses en même temps. Purée fonctionnalité. Là, après, si tu y arrives, tu feras quand même. Non, mais on peut pas, parce que la spiruline, par exemple, il faut un pH de 10,5. Donc tu vas tout tuer. La spiruline, c'est totalement. Ouais, bon, la spiruline, c'est peut-être à part. Peut-être. Du coup, tu n'auras pas forcément beaucoup d'autres avantages de nous. Irrigation, bon voilà, tout le temps ça irrigation l'été. Non, je voyais turbinage. Ouais, oui, alors surface minimum, bon, c'est un chiffre à avoir en tête, 5 mètres carrés. Si on veut un écosystème qui soit résilient, il faut quand même pas une flaque d'eau, ça va pas suffire. Il faut étager les niveaux de la mare, donc là c'est un peu symbolisé là, et là d'ailleurs, hein, mais à chaque niveau d'eau en fait, on a sa profondeur et puis ça permet aussi de descendre. Donc il y a des principes de conception, on peut l'alimenter en utilisant l'eau de ruissellement de la parcelle, hein, donc si on n'a pas de mare naturelle, on peut la créer chez Antonin Chironneau, ce qu'il a fait. Donc, typiquement il a fait des drains, enfin bref. Un gars qui est en permaculture qu'on a été visiter, voilà, il a créé une mare ex nihilo, maintenant il fait des cultures de décrue dedans et tout, donc il y a vraiment tout un aspect. Les bords de mare sont très productifs, ça je l'ai dit, donc voilà, c'est vraiment un écosystème hyper intéressant à faire rentrer. Bon, il faut étancher, il faut penser à l'étanchification d'une mare, si on veut que ça. Puisqu'une mare en fait elle est perchée, la nappe phréatique est en général plus bas quand elle est artificielle. Hein. Donc il faut aussi, il faut bien la concevoir parce que. On peut la vider en fait, une mare s'il y a un trou, c'est comme une baignoire, ça va se vider. Voilà. Ensuite, en matière d'eau, j'ai pas parlé, parce qu'il y a l'eau pour la maison, donc je ne vais pas parler du traitement, du stockage de l'eau de pluie, le stockage de l'eau de pluie, la phytoépuration, il y a plein de trucs à dire, il y a des gens qui font leur business là-dessus, il y a plein de livres. Il faut savoir que ça existe, on peut être quasiment autonome en eau. Parce que des fois, ça, quand il y a une bicoque, il n'y a pas le réseau potable. Ou c'est une vieille grange ou quoi. On peut s'en sortir, hein. C'est plus compliqué, mais on peut s'en sortir. Quoi. Voilà. On peut utiliser l'eau pour le turbinage, comme je disais, production électrique. Voilà. Bon, alors ça c'est toujours sur l'eau en fait, mais par une voie détournée, je vais y revenir. Alors il y a un principe là en permaculture. Alors moi j'ai pas encore bien tout compris, enfin je vais quand même vous expliquer ce que j'ai compris. Ça revient beaucoup en permaculture, c'est les points clés. Donc ça c'est de la lecture du relief. Donc quand on a un relief, une colline, hein, donc avec le sommet ici, la vallée vers là, il y a toujours un point là, de changement de concavité. Et donc là c'est concave et là ça devient convexe. Okay. Alors, il y a toujours plus ou moins, alors c'est pas un seul point, mais on va dire c'est une zone, ça peut être une zone, mais bon, là c'est schématique, donc on l'appelle le point clé en key point. Et donc ici, vous voyez, c'est illustré sur cette photo, voilà, le point clé sont à peu près par là, sur ce relief. Et ça, c'est des points particuliers dans le paysage, en fait, qui ont des propriétés particulières. Et les permaculteurs aiment bien utiliser ces points-là. Il y en a même qui prétendent que les anciens construisaient leur maison ici. Moi, j'ai jamais... Bon, je n'ai pas observé ça, mais alors pourquoi ils sont bien? Parce que bon, en termes de pente, c'est l'endroit où les pentes commencent à devenir plus douces. Puisqu'ici, là, c'est des pentes en général plus fortes qui ont vocation à être boisées. Donc c'est le plus haut point parmi les pentes douces, on dirait. Et en même temps, le froid, il est en bas, et les inondations sont en bas. Donc,
il faudrait plutôt, pour y échapper, il faudrait plutôt se trouver en haut. Et c'est le point le plus bas parmi les zones hautes. Donc c'est un point interface, encore une fois, parmi ces deux critères-là. Donc la ligne clé, bon, c'est l'ensemble de ces points-là sur lesquels on essaie de décrire le paysage. En fait. Donc voilà, sur ce schéma-là, on voit ici au-dessus, bon, le point clé, grosso modo, il est ici. Bah, ouais, c'est pas aussi net que là, parce que là, on est dans la réalité, là on est dans le schéma. Mais ici, voilà, le froid va arriver ici, va couler, va passer devant et va s'agglomérer ici. Et en plus, s'il y a une forêt, il va être retenu par la forêt. Ici, les niveaux d'eau, ils vont monter jusqu'à là, parce que là, il y a une rivière. En cas d'inondation, on n'est pas emmerdé. Voilà, donc on se retrouve dans cette petite bande là, intéressante par rapport à ces deux critères. Et donc quand on relie donc, les points clés, on a des lignes clés. Voilà. Donc là, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, donc il y a des gens qui cultivent intégralement. Alors ça, c'est la préparation, c'est pas le schéma final. Alors, cultiver en points clés, alors l'utilisation des lignes clés, alors c'est ici. Alors là, on revient sur les baissières. Alors, elles ont une autre propriété. En fait, les lignes clés ont une propriété topographique, apparemment. J'ai pas vu la démonstration, enfin apparemment. Ça a été découvert par un Australien, avant même que le mot permaculture soit inventé. On va essayer de faire des baissières, c'est-à-dire ces petites dépressions, pour infiltrer l'eau le long des lignes clés. Alors, on voit que ce n'est pas forcément les lignes de niveau. C'est-à-dire qu'on se dirait on dit qu'il faut cultiver perpendiculairement aux lignes de pente, de plus forte pente, et perpendiculairement aux lignes de plus forte pente, c'est les lignes de niveau, par définition des lignes de niveau. Alors, c'est déjà un bon principe de faire ça, hein. Donc de faire des baissières exactement horizontales, en fait, qui restent toujours à la même altitude, c'est déjà un bon principe. On arrive comme ça à ralentir les flux, à stocker l'eau dans le sol, à tirer parti de cette zone ici qui va être souvent inondée pour faire une grande zone de fertilité ici, qui va être plantée, multi-étagée ici, avec des légumineuses pour amener de l'azote. Et comme ça, ici spécifiquement, on a un très bon contrôle de l'irrigation et une très grande zone de fertilité. Et en plus, comme ça, on va tenir les terres. Ça sera intéressant si, par malheur, la baissière venait à déborder. Donc on va éviter les réseaux. Donc déjà, en faisant ça, c'est déjà un bon principe. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Après, bon, il y a ces gens-là qui discutent de cet aspect-là, c'est qu'ils ont identifié, ils ont regardé sur ce schéma-là, ils ont cartographié, donc ça c'est des lignes de niveau, d'accord? Donc c'est vu en plan, hein, on est en haut, ok, ça va? Ça c'est donc là on a un fond de vallée, ici. Le chemin de l'eau, chaque goutte d'eau, chaque point bleu représenterait par exemple une goutte d'eau pendant une pluie. Okay. Qu'est-ce qui se passe pendant la pluie? Les gouttes d'eau vont rejoindre très rapidement le fond de vallée, d'accord? Elles vont suivre ces chemins bleus, d'accord? Et donc quand on superpose toutes les trajectoires suivies par toutes les gouttes d'eau, on voit qu'on a une concentration rapide, beaucoup d'eau ici, et très peu d'eau ici. Okay, donc on a une zone sèche ici, et une zone très humide. Trop humide ici, trop sèche ici. Donc cette répartition de l'eau, bon, notamment si on n'a pas un sol de forêt qui va faire le boulot, qui va infiltrer de partout, qui va bien répartir, qui va bien alimenter le sol, si on a une zone qui n'est pas totalement en forêt, on va essayer de contrecarrer ce problème en faisant des dépressions, donc comme des baissières, non pas le long des lignes de niveau, même si là c'est lignes de niveau, mais le long des lignes clés en fait. C'est-à-dire les lignes clés, donc c'est les points d'inflexion. Souvent ça va rejoindre à peu près les lignes de niveau, on n'est pas forcément très loin. Mais du coup on aura des pentes dans les baissières, c'est que les baissières elles seront pas totalement horizontales, et on va cheminer l'eau. On va faire cheminer l'eau vers les points les plus sèches. Et ici, on va réalimenter par infiltration, parce que la vocation de la baissière, c'est d'infiltrer l'eau. Hein. Je ne sais pas si je dis ça. La vocation première de la baissière, c'est d'infiltrer l'eau dans le sol, pour stocker l'eau dans le sol, plutôt que d'avoir des réservoirs. Et bien, avec ici, en utilisant les lignes clés, on va stocker l'eau dans le sol aux endroits où le sol en a plus besoin. Voilà. Donc ça, c'est des astuces pour répartir l'unité du sol. Bon, ça va. J'arrive à la fin. Les microclimats, donc je peux dire les brise-vents, dont j'en ai parlé, les humidicultures, donc le vent et l'humidiculture,
Quand on pense vent, on peut se penser tempête aussi, parce qu'il faut aussi imaginer le scénario catastrophe, la tempête, l'incendie, etc. Donc un brise-vent permet de limiter un certain nombre de dangers également. Donc créer des brise-vents, c'est indispensable, d'où les bocages dans les zones on va dire traditionnelles, c'est-à-dire les gros effets des bocages. C'est pour ça aussi que c'est une catastrophe quand on enlève les bocages, parce qu'il y a l'aspect biodiversité, mais il y a l'aspect aussi brise-vent. Par contre, il ne faut pas faire un mur végétal. Donc voilà, par exemple, un brise-vent ici qui est un mur végétal, c'est-à-dire qui est complètement étanche au vent. En fait, on va compresser les lignes de vent au-dessus, faire un venturi, et en fait, elles vont venir, entre guillemets, exploser encore plus fort ici. Donc on aura une zone complètement calme là. Par contre, un tout petit peu plus loin, on aura plus de dommages qu'il n'en avait avant. Donc une zone, un brise-vent, il faut qu'il soit un peu conçu là, pour laisser passer des fréquences de vent, enfin laisser passer un peu de vent, mais pas trop. C'est ça que tu disais que les feuillus c'était plus intéressant. Voilà, les feuillus ils vont être plus intéressants. Les sapins sont trop étanches en fait, c'est trop dense. Et voilà, donc bon, ça c'est à savoir, parce que si par exemple ici vous avez mis votre serre à plat, un jour elle va se faire plier. Par contre, voilà un truc un peu plus varié. On a de toute façon, plus il y a de variété. Là, souvent, il est étanche parce que c'est genre la haie de tuya voilà, qu'on a dans la résidence. Elle est étanche souvent parce qu'il n'y a qu'une seule variété. Dès qu'on se met à mettre plusieurs variétés, il y a une chance que ça soit plus adapté. Et en plus, il y aura tous les services écosystémiques de la haie qui vont avec, quoi. C'est-à-dire la biodiversité, etc. Faut mettre des trucs qui peuvent faire des confitures, il y a plein. Ouais, voilà, il y aura des petits fruits, des arbustes. Défensifs. Voilà. Ouais, on peut mettre des noyers, des machins. On peut tout imaginer après dans une haie. Hein. Mais sur l'aspect brise-vent, voilà, on voit que là, le vent, il est juste ralenti, en fait, il continue de passer. Et puis, bon, il ne faut pas non plus que ça soit trop chétif. Là, on a un brise-vent trop chétif, voilà, il n'y a pas de protection. Voilà. Et quand le truc est bien fait, il y a des ratios, on peut calculer qu'à priori, on protège entre 10 à 15 fois la hauteur. Voilà, donc là, on combine l'aspect brise-vent avec tous les avantages de la haie. Voilà. Alors, je continue sur les microclimats. Alors, le froid, d'abord, après, il y aura le chaud. Alors, déjà, repérer les zones les plus froides. Alors, il faut voir que le froid, déjà, il faut se lever le matin, il faut aller en hiver dans son jardin, voir ce qui se passe. C'est bien repérer les zones froides. Si les zones sont froides, c'est qu'il y a des zones d'accumulation du froid. Alors, en général, le froid, il se comporte un peu comme une mélasse. Donc, on imagine une grosse mélasse, là, visqueuse un peu, qui va descendre dans le champ et qui va s'accumuler en bas. Mais s'il y a un obstacle assez fermé, il va s'accumuler devant l'obstacle. Donc, si vous avez une maison dans une pente, côté pente, ça va être froid. Le froid va arriver. Si vous avez quelques arbres bien espacés, le froid il va passer, quoi. S'ils sont trop resserrés, une forêt dense va bloquer le froid. Voilà. C'est un peu l'image qu'on va avoir en tête avec le froid. Donc, repérer les zones plus froides, identifier les coulées de froid, il faut identifier, soit les imaginer en fonction les déduire en fait du paysage, pour après adapter sa stratégie en fonction de ce qu'on a. Voilà. Alors on peut les bloquer, bon là j'ai mis bloquer, peut-être des fois il faut les laisser s'échapper, des fois le but c'est bloquer ou laisser s'échapper en fonction de ce qu'on veut faire, les écoulements de froid. Mais quand on est en pente, quand on est à sa maison par exemple au point clé, de mettre une forêt au-dessus, comme le froid vient d'en haut, la forêt va quand même bien protéger la maison. Donc un gain énergétique important. Avoir une forêt au-dessus d'une maison, c'est quand même d'un point de vue facture électrique, facture énergétique, c'est quand même important. Couvrir le sol, donc la couverture de sol, bon, j'y reviens souvent parce que c'est vraiment un des trucs, mais couvrir le sol en hiver, ça permet de maintenir son sol en fait, c'est vraiment comme une serre. Hein. Après, mettre des serres, ou des mini-serres, ou des serres dans les serres. Voilà ici un maraîcher qui a une mini-serre dans sa serre, et là il gagne 3-4 degrés. Et c'est con, mais sur la mèche, ils peuvent gagner un mois. Donc c'est colossal. Cultiver sous châssis, voilà, les châssis, alors, vous parlez des maraîchers parisiens, de la ceinture parisienne du début du XXe. Voilà, il y a des traces, ils ont laissé un manuel de maraîchage, donc bref, c'est un peu documenté. Eux, ils cultivaient beaucoup sous châssis. Voilà les châssis, donc c'est vitré, hein.
Et sous couche chaude aussi. Alors couche chaude, comme à Paris, il y avait beaucoup de crottin de cheval liés au transport, à l'approvisionnement de Paris, ils récupéraient énormément de fumier de cheval. Donc pour eux, ils n'étaient pas du tout en système par contre fermé, hein, c'était un système hyper ouvert. Ils importaient beaucoup de fumier de cheval et du coup, ils faisaient composter en fait, dans leur châssis. Et donc là, ils arrivaient à cultiver tout l'hiver, enfin, à contre-saison, très efficacement. Alors, chauffer les châssis. Ouais. Ah ouais, ça monte un peu. Les tomates, je crois. Ah ouais, exactement. Ouais, donc ça permet de faire pousser des choses l'hiver. Alors on peut dire, bon, les légumes de saison, machin, mais voilà, on peut être aussi à contre-saison si on a bien conçu son truc. Je vous renvoie aussi, alors il y a un livre que j'ai pas, mais qui est de Elliot Coleman, qui fait vraiment référence, c'est Harvest Winter, je crois. C'est la culture, la récolte d'hiver. Alors lui, il habite dans le Maine, donc au nord des États-Unis. Genre ils ont 5-6 mois d'hiver, puis une forêt hiver comme ils ont au Canada. Là. Bah, Jean-Martin Fortier aussi, qui est québécois, donc il sait ce que c'est que les hivers. Mais Elliot Coleman, ça peut le mettre. Et bon, lui, il a développé des techniques pour, même si on est dans le froid, je pense à quelqu'un qui habite en montagne, voilà, même à 600-700 mètres, déjà les saisons, ça n'a rien à voir. Hein. On voit sur les marchés, il y a 2 mois de retard sur les gens de bon, il y a ça, il y a d'autres techniques, il fait des serres mobiles, il y a des trucs assez marrants, pas forcément facile à mettre en place, mais voilà, il y a de la recherche là-dessus pour essayer d'appliquer des principes de périculture à la gestion du froid. On peut aussi utiliser des pierres, alors ça va pas être pour l'hiver, mais les pierres, elles ont des propriétés radiatives, en général, elles ne sont pas toutes les mêmes propriétés radiatives. Entre un aggloméré, un merlon ou voilà, un calcaire, ça n'a pas les mêmes propriétés, mais elle va toujours stocker. Ouais, donc les pierres, elles vont stocker, les pierres stockent, en fonction de leur propriété radiative, elles vont stocker la chaleur émise sous forme de rayonnement par le soleil dans la journée et le restituer toujours sous forme de rayonnement la nuit. Donc ça prolonge les journées. Et voilà, ça ne va pas accélérer les matinées, mais ça va retarder les soirées surtout. Voilà, donc les pierres, c'est intéressant. Il y a des gens qui mettent des pierres dans le sol juste pour ça. Moi, j'appelle ça. Bon, après le chaud, alors, bon, limiter le chaud, c'est vrai qu'on peut avoir aussi trop chaud. Hein. Il ne faut pas dépasser 35 degrés, ça commence à être... voilà, il y a des... ça dépend des plantes, bien sûr, mais... Donc il faut quand même gérer l'ombre, il faut penser à l'ombre, il faut pas... voilà. Ça me fait penser à une vidéo de Les Bourguignons, elle disait qu'à partir de 41 degrés, le sol, enfin les bactéries meurent, donc si le sol n'est pas couvert, souvent il arrive à 41 degrés et plus, en plein soleil, et donc voilà, ça fait que les premiers centimètres sont totalement stérilisés, alors que s'il est couvert, en fait il reste à 25, 26, 27, 28, et puis ça va. C'est vraiment super important. Voilà, donc couvrir le sol, toujours. C'est la même réponse en fait à différents problèmes. On a toujours la réponse couverture du sol. Aérer les serres quand on a des serres. Pour les maraîchers, un maraîcher ne peut pas s'éloigner de sa serre en été, c'est pas possible. Sinon il ne peut pas partir en week-end, ou alors il faut quelqu'un aille ouvrir ses serres. C'est fondamental. Si à 8h du mat les serres ne sont pas ouvertes, il risque de faire cramer sa production. Augmenter l'hygrométrie. On peut, par exemple, il y en a qui mettent une grande bassine, enfin un grand bassin d'eau dont ils vont faire quelque chose, parce que chaque élément a plusieurs fonctions, mais un grand bassin d'eau dans la serre, de telle manière à réguler la température et réguler l'hygrométrie. Donc ça c'est une stratégie. Si derrière ce bassin d'eau, on en fait d'autres choses, voilà, on fait un peu d'autres trucs, c'est totalement permaculture. Voilà des stratégies de gestion du chaud. Bon, j'ai un peu terminé sur les grands aspects. Je vais juste vous montrer, je ne sais plus où j'en suis, j'ai vu la fin. Des systèmes un peu vitrines, c'est-à-dire on entend parler de la permaculture. D'abord on entend parler des buts, puis après on entend parler d'autres systèmes. Alors ils ne sont pas du tout obligatoires, hein, mais c'est un peu les clichés de la permaculture, mais bon j'en parle quand même parce que ça existe. Alors il y a la spirale aromatique. Donc ça ça illustre aussi voilà une spirale. Ouais, j'ai pas parlé de la notion de pattern, dont la traduction en français n'est pas hyper facile à faire. Modèle, forme.
Escoffier, il dit il n'y a pas de traduction, enfin il n'y a pas trop de monde. Lui, il en parle beaucoup, il adore ça. Grosso modo, la nature, elle a à faire, on va dire des modèles. Elle utilise des modèles, peu de modèles, un peu partout. Par exemple, le modèle de l'embranchement, qu'on retrouve dans le système veineux. On regarde les veines, on a des embranchements, des fourches, tac, tac. On regarde un delta de fleuve, qui fait le même motif. On regarde des racines, ça fait le même motif. On regarde un arbre, ça fait toujours le même motif. Voilà. Ça, c'est un pattern. C'est un pattern, donc c'est des schémas, des modèles, des formes qu'on retrouve. Mais un pattern, il peut être temporel. Enfin, il y a des trucs après. Et donc, la spirale, on la retrouve dans la pote de pin, on la retrouve dans le cyclone, on la retrouve dans le tourbillon, on la retrouve dans le chou romanesco. On retrouve de la spirale quand même dans la nature. Donc on se dit, il y a spirale, il y a un truc là, il y a un truc avec cette forme là. Donc on peut lire des propriétés énergétiques, la dynamisation de l'eau, on peut parler de trucs plus ou moins ésotériques, moi ça ne me dérange pas, j'aime bien ça, mais en tout cas voilà, du coup la spirale on prend, pour les aromatiques on se dit on fait une spirale. Et pourquoi avec les arômes? Alors non, pas en lien avec les aromatiques, mais on se dit ça peut être compatible, parce que la spirale, ouais, on pourrait mettre autre chose. Bon, voilà, c'est la spirale aromatique, c'est le truc. Je sais pas, le premier qui a sorti, il a mis ça en Et voilà, donc les cailloux, ils réchauffent. Tac, là typiquement, là c'est la fonction des pierres, c'est vraiment de réchauffer. On a les différences de hauteur, donc font des différences d'humidité, donc on va être assez sec en haut. En plus, on va bien positionner par rapport au nord, etc., assez humide en bas. Et donc, on va avec plutôt le thym en haut, et puis plutôt les espèces qui résistent moins à la chaleur en bas, etc. Donc là, il y a un étagement, alors je ne sais pas exactement l'étagement précis, là, il y a un bouquin qu'on parle, là, mais... Voilà, bon, ça c'est un système. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En plus, évidemment, les fières, elles vont faire toujours gîte à insectes. Voilà. Bon, il n'y a pas 50 services avec ça, mais bon, voilà, ça décore, on peut dire, il y a un service esthétique. Si on veut. Voilà, la tour à patates, bon. Service esthétique. C'est connu ça, non les Kélois, ils adorent ça, les tours à patates partout. Hein, Tour à patates, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a plein de gens qui disent ça marche pas, donc ça. Enfin, en tout cas, c'est un peu cliché. Donc là, les patates, en fait, plus on les bute, c'est vrai qu'une patate, donc c'est... je sais pas, vous avez vu des pieds en vrai, c'est vraiment ces plantes là qui sont dans la paille, là, donc ça monte assez haut. Et en fait, plus on recouvre de terre, plus ça fait des tubercules. C'est la partie enterrée qui fait des tubercules, qui fait les patates. Et donc la stratégie de la tour à patates, c'est qu'on part du bas, on plante une patate, et puis au fur et à mesure qu'elle monte, on remplit dans un châssis, on fait monter, on accumule des châssis pour cultiver des patates sur toute la hauteur. Donc on gagne en rendement de surface, on gagne énormément, parce qu'à la même surface, au lieu de faire la première couche de patates, on en a fait 15. Donc c'est bien. Juste en mettant de la terre. De la terre, en du temps. Ouais, ça se récolte facilement. Hein? Ça se récolte facilement. Ouais. Ouais, soit tu dépiles avec les châssis, tu les empiles, tu les dépiles, tac tac tac. À la fin, tu fais tout ça d'un coup. Soit tu as un barbeleur, tu peux passer la main dans le barbeleur, soit tu dépiles ton barbeleur, à la fin tu fais ta récolte en un coup en fait. Tu casses ta tour en patate, tu récoltes. Bon voilà, c'est un truc, j'ai vu toi. Ouais, ouais, c'est... Non mais c'est rigolo. Non mais c'est marrant. Après il y a des gens qui font la tour à patate, il y a un Belge là, qui fait la tour à patate en électroculture. Ça c'est encore... Électroculture, ouais. Non mais c'est marrant. C'est un truc, bon, c'est avec les énergies. Bon, il y a le tracteur à poules là qui est un peu cliché aussi. Donc le tracteur à poules, donc ça c'est un poulailler. C'est un poulailler, il est mobile en fait, et on le déplace en le prenant comme ça, comme une brouette, de telle manière que les poules restent toujours dedans. Et en fait, ça va avant la saison, avant de planter, on va faire passer le tracteur à poules, comme ça les poules vont amender le sol. Okay. Et alors, sachant que la fiente de poule est vraiment très rapide, c'est très disponible. C'est de l'azote très disponible. On va dire c'est un effet coup de fouet. Ça, on parle en jardinage classique, c'est un effet coup de fouet sur les plantes, c'est-à-dire que c'est de l'azote déjà presque minéralisé. Il n'y a pas besoin du complexe argilo-humique et de toute la chaîne des composeurs dont je vous ai parlé au début. Ça va directement dans la plante en fait. Comme bon, c'est naturel, mais c'est comme un engrais chimique en fait. Voilà. Ça a les propriétés d'un engrais chimique.
Et donc c'est du bon azote si on veut faire des gros légumes et tout, c'est super. Et donc on met ça, les poules elles vont aérer le sol, elles vont creuser le sol, elles vont aérer le sol, elles vont du coup un peu désherber avant, aérer le sol, donc ça c'est les bonnes fonctions. Et puis on va faire des œufs quoi. On va faire des œufs, on va faire des poules. Donc on le déplace comme ça. Voilà. Bon, il y a l'aquaponie, mais ça je n'ai jamais vu par contre. Mais l'aquaponie, bon, ça peut se faire en appartement. Là c'est l'association, on va dire, de la pisciculture et la production de... Bon là c'est des salades. Et plus ou moins en association. C'est pas totalement fermé comme système s'il faut nourrir les poissons de l'extérieur. Mais grosso modo, les déjections de poissons sont riches en azote, on le recircule, on alimente les salades avec, et du coup on l'épure, on épure l'eau par ce lit-là, et on la réinjecte, et du coup on n'a pas d'injection d'eau, mais il faut quand même nourrir les poissons. Ce qui aurait été beau, c'est que les poissons soient nourris par les salades, mais ça marche pas encore, donc c'est pas totalement fermé, mais bon, pour moi c'est pas inintéressant. Voilà, donc j'arrive, je crois que c'est la dernière, ouais c'est la dernière. Juste autre sujet, alors ça c'est des sujets, juste je les évoque, mais c'est voilà, des pistes, c'est des trucs à creuser, c'est en vrac, la production d'énergie, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, comment on a tout. La production, la gestion de la chaleur, de l'énergie, il y a plein de trucs à faire, les rocket stoves et tout ça, c'est très intéressant. La taille des arbres, quand on a un permaculture, on a forcément des arbres. Donc il faut être expert en taille d'arbre. La taille d'arbre, c'est une science, quoi. C'est compliqué, quoi. Chaque arbre est différent. Ouais, chaque arbre, il y a 15 écoles, enfin. C'est... Voilà, mais si on veut s'installer, machin, lancer un truc, il faut aussi connaître en taille d'arbre, c'est sûr. La biodynamie, bon, on n'a pas parlé, mais la biodynamie, c'est la gestion des rythmes de production en harmonie avec les rythmes lunaires, hein. Principalement, bon, il y a d'autres choses, il y a la dynamisation aussi, mais c'est tout un sujet. Ça paraît un peu ésotérique, n'empêche que moi, avec la chambre d'agriculture dans le Rhône, j'ai assisté à une réunion dans laquelle les conseillers techniques de la chambre d'agriculture, donc on va dire c'est de l'agriculture productive, si on regarde, voilà. C'est pas des poètes, quoi. Ouais, non. Il disait, bon, bah, les viticulteurs en biodynamie, chapeau, quoi. Ça vient, voilà, on n'explique pas bien, mais... la biodynamie, c'est pas que les trucs lunaires Non, je te dis, il y a les principes de dynamisation, les dynamisations de d'écorce, etc. C'est toute une école, hein, l'anthroposophie, de Rudolf Steiner. C'est toute une philosophie, je connais pas tout. Je sais que en maraîchage, si on fait des légumes, je pense qu'il ne faut même pas essayer, parce qu'on a déjà 350 contraintes à gérer, et que ça c'est une de plus, et que c'est une de trop. Mais si on est vraiment hyper fort, on peut essayer d'un coup. Bon, je n'ai pas parlé de l'élevage, mais Bourguignon, sa vision de l'écosystème, on va dire anthropique, optimale, c'est anthropique dans laquelle l'homme peut vivre voilà, autrement que par la cueillette, c'est le modèle agrico-silvo-pastoral. Agro-silvo-pastoral. Agro-silvo-pastoral. Et le système, ou l'équilibre agro-silvo-pastoral, c'est les champs, la forêt et les haies, et le bétail qui est dans les champs. Ça, et évidemment, les services rendus par les animaux dans la ferme sont nombreux, quoi. Or, la consommation propre. Hein. Donc on a vu avec les poules, on peut parler des ruches, on peut parler des bovins qui ont quand même des services. Bon, voilà. Alors, souvent dans les milieux, tout ça, tout le monde est végétarien et ça crée des polémiques et tout. Bon, ça chacun voir, mais ça reste quand même des équilibres. Enfin voilà, il y a de toute façon de la faune. Et on peut aussi essayer d'utiliser un peu ou beaucoup. Ouais. La conception de la maison, bon, bah, il y a la permaculture appliquée. Alors, Guillaume Keppel, le Strasbourgeois, Christophe Keppel, pardon. Christophe Keppel. Alors lui c'est l'expert en permaculture, il a même été interviewé par Rue 89. Donc c'est un mec de R, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Strasbourgeois de R qui est le maître de la permaculture,
qui m'ont fait un très gros projet en permaculture à Strasbourg, très impressionnant. Et les paysagistes également, architectes. Et il fait des modules juste sur la permaculture appliquée à la maison. Oui, je le connais. Ouais, Les ruches Chouaré. Ouais. Voilà, donc la conception de la... voilà, si vous arrivez, vous venez acheter un terrain, il n'y a pas de maison, vous dites qu'on va en construire une, pas forcément voilà, le kit de l'entrepreneur d'à côté, il y a peut-être d'autres trucs à faire. Les greffes et techniques végétales, ça c'est probablement un truc qui est impératif à connaître, notamment si on ne veut pas attendre 50 ans d'avoir des arbres, on va dire, matures sur son terrain. C'est bien de travailler pour ses petits-enfants, je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi bien de se faire plaisir. Donc la greffe, ça permet quand même de gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'on va greffer sur un arbre jeune qui porte forcément voilà, soit sur un arbre jeune, soit sur un arbre existant, ce qu'on veut, quoi. Voilà. Alors plusieurs variétés, quoi. Voilà. Ouais. Mais après, ça n'empêche pas de semer comme ça et puis d'attendre, mais... la gestion des incendies, tout ça c'est tout un sujet, notamment les Australiens, ça beaucoup dans les livres australiens, beaucoup sur les incendies. Le compostage, on en a un peu parlé tout à l'heure, faire ses graines, faire ses plantes, on a un peu parlé tout à l'heure. Toutes les productions de niche, champignons, escargots, spiruline, c'est pas vraiment de la permaculture, mais vous pouvez être sûr que dès que vous allez réfléchir à un terrain, si les gens qui veulent l'autonomie se disent mais qu'est-ce que je peux faire en plus, etc. Et puis après c'est comment intégrer peut-être d'autres productions de petite surface en plus au reste d'un système. L'électroculture, moi je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai jamais essayé. Donc l'électroculture, c'est juste le constat que en fait, dans les phénomènes, la physiologie végétale, je vous ai parlé tout à l'heure des ions, elle est blindée de phénomènes électriques. Donc le développement des plantes, c'est juste de l'accumulation de phénomènes électriques. Et que de manière indémontrable, parce que c'est empirique, tout ça, toute l'électroculture est complètement empirique, on voit qu'il y a des plantes qui se développent mieux quand elles sont à certains endroits que d'autres, déjà, et quand elles sont soumises à un champ par rapport à un autre. Donc il y a une manière de gérer les champs électriques, voire électromagnétiques, parce que les deux s'appellent l'un l'autre. C'est de les canaliser vers ce qu'on veut cultiver pour intensifier le développement. Et donc, ouais, les mecs, ils plantent des poteaux en cuivre, ils font des pyramides. Donc après, voilà, on parle des ondes de forme, des trucs, bon... ça a l'air de marcher, moi j'ai jamais observé, j'aimerais bien essayer, mais... Justement, on avait une vidéo, Jérôme a fait tourner une vidéo avec un Belge. Voilà. Un spécialiste des pyramides. Il était sur Meta TV. Il était sur Meta TV. Ah ouais, il a passé 4 heures sur Meta TV à parler de ses pyramides. Ouais, c'est... Ça pousse mieux. C'est quoi son nom, tu te rappelles? Bander, un truc comme ça. Ouais. Merdorf. Voilà, j'ai fini. Merci. Voilà,